Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour 2 heures d'actualité, 2 heures d'infos. Regardez ces dernières images. L'Ukraine revendique une attaque massive contre la flotte logistique russe. 21 pétroliers, 4 remorqueurs et 2 cargos visés. Tout ça grâce à des drones navals. On y reviendra dans un instant. Et pour m'accompagner en plateau ce soir, Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Margot. Sylvie Berman, bonsoir à vous. Bonsoir Margot. Aurélien Duchesne, bonsoir. Sophia Avara, bonsoir. Bonsoir. Et le général Richoux, bonsoir à vous. Je suis ravie de partager ma soirée avec vous. On va d'abord parler de ce compte à rebours qui est lancé selon Axios. Eh bien, les États-Unis donnent jusqu'à ce soir à l'Iran pour renoncer aux attaques dans le détroit d'Ormuz et garantir sa réouverture. Sinon, Washington menace de nouvelles mesures et n'exclut pas une nouvelle escalade militaire. Gallagher, on voit ces mots du président américain à l'écran. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ? Non, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est déplacé à Oman, où il se trouve encore, me semble-t-il, à cette heure, avec le médiateur qatarien. Et il semblerait, j'utilise le conditionnel, qu'une formule, peut-être temporaire, ait été trouvée, qui consiste potentiellement entre l'ouverture, l'officialisation de 2 corridors, un au sud, proche de la côte omanaise, un peu plus au nord, proche des côtes iraniennes, et qui permettrait, j'allais dire, à tout le monde de sortir de la face de sortir de là en sauvant la face. Les Iraniens refusant de céder, si vous voulez, le maintien de la mainmise sur ce corridor énergétique. Les Omanais proposant une formule. Ils disaient que c'est meilleur que la bombe atomique. Non, c'est une bombe atomique économique. Donc, il faut penser à l'aspect dissuasif que ça, et on peut le mesurer. Il faut aussi se dire, en tout cas, c'est mon interprétation, que le maintien de leur mainmise sur ce corridor énergétique par lequel transitait, donc à l'imparfait, 20% du pétrole, du gaz naturel liquéfié mondial, ils n'y renonceront pas. Et si cela veut dire renoncer au protocole d'accord, alors le choix sera très clair pour les Iraniens, Hormuz avant le protocole d'accord. Et ils préfèrent se prendre des frappes, les Américains. Alors, vous avez, j'ai déjà trop parlé, mais une capacité de frappe face à une capacité d'encaissement. Donc, quelque part, c'est du surplace. Général Richoux. Oui, de toute manière, à partir du moment où les moyens mis en œuvre ne diffèrent pas de ce qui s'est passé avant, et ils sont même inférieurs. Il n'y a plus que 2 porte-avions. Je crois qu'il y a des F-22 Raptor qui sont déjà repartis vers les États-Unis. Eh bien, à partir du moment où la nature de ces moyens mis en œuvre ne change pas, les résultats ne changera pas non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas susceptibles de faire plier les Iraniens, vraisemblablement pas. Bien sûr, il peut remonter aux extrêmes, mais je pense que dans le cas de figure, moi, je parie sur une reprise des négociations. Il va y avoir encore, vraisemblablement, à un moment donné, des montées un petit peu aux l'ultimatum, extrêmes. il est ce soir. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de rouverture... Mais je crois que Donald Trump ne veut pas reprendre cette guerre. Je pense qu'il a tout intérêt, à un moment donné, à attraper la main qui est tendue pour sauver la face, et que les deux, d'ailleurs, puissent sauver la face, car je pense que les Iraniens non plus n'ont pas envie que ça reprenne demain matin. Pourtant, Aurélien Duchesne, le CENTCOM fait des images de propagande, d'une certaine manière, avec ces images de 20 navires de guerre américains, des 2 porte-avions. Donc, il montre qu'il y a encore une armada bel et bien présente. Oui, elle a été renforcée récemment par l'arrivée de l'USS Boxer, donc un groupe à capacité amphibie qui peut être utilisé notamment s'il devait y avoir des affrontements au niveau du détroit d'Ormuz, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, les Américains ont dégarni une bonne partie de leurs forces aériennes. Les fameux A-10, dont on a tellement parlé en plateau du fait de leur utilité, là encore s'il y avait bataille dans le détroit d'Ormuz, pour des attaques au sol sur l'île de Keshme par exemple, une partie en a été retirée. Les Américains ont dû remettre en urgence des avions de ravitaillement en vol qui sont à nouveau déployés en Israël. On voit que les Américains aujourd'hui ont reconstitué une partie du dispositif, mais comme l'évoquait le général Richoux, il y a la question de ne pas rééditer les 40 jours de bombardement qu'on avait eu, alors qu'aujourd'hui, il faudrait cibler d'autres types de cibles, il faudrait faire d'autres types d'opérations pour avoir un résultat différent. Est-ce qu'on arrive à comprendre qui a réellement rompu ce cessez-le-feu, Sylvie Berman ? Ce sont les Iraniens qui ont frappé des bateaux. Gallagher n'est pas d'accord, on vous entendra juste après. C'était totalement illégal, donc ensuite il y a eu des frappes américaines, peut-être disproportionnées par rapport aux frappes iraniennes. Mais non, c'est les Iraniens qui ont rompu le cessez-le-feu. Cela dit, ils font
une parfaite analyse de la posture de Donald Trump. Donald Trump ne veut pas de guerre, et il ne veut pas de guerre pour des raisons de politique intérieure, la proximité des mi-termes, l'opposition de certains MAGA. Donc il y aura des escarmouches, c'est une situation qui restera tendue, mais ils savent très bien que Donald Trump ne fera pas la guerre. Pourquoi vous dites non, Gallagher ? Il est illégal de privatiser un détroit naturel. Le problème ne vient pas de là, il ne vient pas du droit international, il vient du protocole d'accord et notamment le point 5 et l'interprétation qui en est faite. C'est-à-dire que et les Américains et les Iraniens ont raison, ou alors dans l'autre sens, et les Américains et les Iraniens ont tort, selon l'interprétation que vous faites de la formule qui, et je la cite, donc je la mutile parce que c'est de mémoire, en fait, accorde à l'Iran la responsabilité d'organiser la libre circulation en coordination avec les Omanais. Eh bien, eux estiment que ça leur confère une mainmise, une responsabilité qu'ils mettent en œuvre en disant, en imposant, devrais-je dire, à tous les navires qui rentrent ou qui sortent, vous passez par nos eaux territoriales. Ça ne plaît évidemment pas aux Américains et à l'ensemble des puissances golfiques. C'est l'interprétation que les Iraniens font d'un accord qui est très mal écrit et donc sujet à de multiples interprétations. Ils ont quand même frappé les bateaux. C'est l'article 5 qui pose problème, et comme on le disait, c'est de ce Memorandum of Understanding qui est devenu un Memorandum of Misunderstanding, parce que chacun voit cet article 5 d'une manière qui diffère de celle de l'autre. Les Américains, mais dès le départ, on l'avait vu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été clairement dit que le détroit serait ouvert immédiatement, accessible à tous et sans frais, comme le voudrait le droit international. Est-ce que ça peut pas être une histoire aussi de traduction ? Quand je travaillais sur le terrorisme, par exemple, quand il y avait des jugements en Irak pour une peine qui a été donnée à un terroriste, eh bien, on avait posé la question à l'ambassade et en fait, il y avait eu un problème de traduction. Non, mais là, c'est pas le cas. Et puis, dans la région, on se méfie justement des problèmes de traduction, si vous permettez, avec tout ce qui a trait au territoire de 1967. Rappelez-vous, territories or the territories, des autres territoires ou des territoires occupés palestiniens. Moi, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que les Iraniens, ceux qui négociaient, pensaient que c'était pas grave d'ouvrir le détroit d'Ormuz, et d'ailleurs ils faisaient devant la presse locale ils encensaient l'accord auquel ils étaient parvenus en disant vous allez avoir des aides, vous allez avoir une caisse de 300 milliards de dollars, vous allez avoir ceci, cela. Par contre ceux qui ne sont pas du tout modérés, qui sont beaucoup moins modérés, même beaucoup plus extrémistes dans le régime iranien, eux, considèrent qu'on ne rend pas le détroit d'Ormuz. Et je pense que c'est ça le problème. Donald Trump, dans le viseur de Téhéran, le nouveau guide suprême iranien, promet de venger son père, tandis que le régime aurait dressé une liste de cibles prioritaires à lésiner. Au sommet de cette liste, le président américain. Écoutez. Nous nous engageons à venger votre sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces deux guerres, aux mains de leurs assassins criminels et infâmes. Ces criminels, dont les noms sont connus de tous, emporteront dans leur tombe l'espoir perdu de mourir paisiblement dans leur lit. Que nous soyons là ou non, cela sera accompli. Gallagher, est-ce qu'il faut croire à ces menaces ? Oui, pas de son, pas d'image en revanche de la part d'un guide suprême, ça ne donne pas, il même pas là, dégage pas une grande image de sérénité et de puissance. En revanche, ce qui est intéressant dans ce discours, qui est alors assez long, il n'est pas si long que ça, mais il y a tout un parallèle qui est fait avec l'imam Hussein, la bataille de Karbala, l'idée du martyr. Et en fait, il est en train d'inscrire, si vous voulez, cette notion de vengeance dans le projet national, ce qui est une manière de dire qu'il va y avoir une continuité multigénérationnelle et que c'est le principe de la patience stratégique. S'il n'est pas possible de mettre ça en œuvre de notre vivant, eh bien, il n'aura qu'à attendre et ils finiront par le faire. C'est pour ça que j'ai répondu oui à votre question, parce qu'il y a cette détermination résolue, eh bien, de venger Khamenei, père, qui a effectivement été assassiné par les Américains et les Israéliens, qui répondent avec une forme de symétrie. Vous tuez notre plus haut responsable, nous allons essayer de faire le même avec le vôtre, même si, et j'en termine par là, Donald Trump n'est jamais mentionné nommément dans le texte, mais regardez les pancartes qui sont à Mashhad, et puis vous imaginez bien que voilà. Écrite en anglais, c'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que c'était pas écrit en persan. Oui. Et donc
il y a quand même une visée internationale. On sait que Donald Trump est dans le viseur, notamment depuis l'assassinat de Qassem Soleimani, Sylvie Bermann. Oui, absolument, puisque c'est lui qui avait pris effectivement cette décision. Là, il y avait sur les murs, et pas seulement un machin, kill Trump. Voilà, on voit ces banderoles à l'écran. Absolument. Et donc, c'est œil pour œil, dent pour dent. En même temps, la seule chose qui est vivante sur l'image qu'on a vue de Mojtaba, c'est le drapeau. Le drapeau flotte et on a une photo complètement immobile, on l'a pas vu, on ne sait pas effectivement ce qu'il représente aujourd'hui. Oui. Mais sans doute, il est le porte-voix des extrémistes. Oui, vraisemblablement, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est pas une fatwa. Et donc, c'est pas quelque chose qui est exécutoire immédiatement. Ça a une portée plus politique, vraisemblablement, qu'un ordre d'assassinat. Parce que c'est vrai que pour Salman Rushdie, c'était dit de manière très claire, par exemple. Voilà. Et moi, je me demande s'il n'y a pas quand même des dissonances au sein du régime iranien entre ceux qui veulent négocier et puis les extrémistes qui, eux, partent aux extrêmes immédiatement pour rendre l'affaire irréversible, si vous voulez. La bataille navale s'intensifie également du côté de l'Ukraine. L'Ukraine revendique une attaque massive contre la flotte logistique russe. 21 pétroliers, 4 remorqueurs et 2 cargos visés. En urgence, Moscou a dû interrompre le trafic maritime dans le canal Azov-Don et le détroit de Kerch. On en parle dans un instant, juste après une courte page de pub. Restez avec nous. Nouvelle frappe meurtrière en Ukraine. Une bombe guidée russe a touché une zone civile de Soumy. Regardez ces images, faisant au moins 4 morts, dont une adolescente de 13 ans et 17 blessés. Kiev accuse Moscou de viser délibérément les villes proches du front avec ses armes de longue portée. La Russie continue aussi de s'attaquer à Kiev. Regardez ces images. Les forces russes ont lancé une attaque de missiles balistiques sur Kiev, faisant 10 blessés. L'interception des drones est possible du côté de l'Ukraine, mais les missiles, ça reste extrêmement compliqué, généralement. Oui, c'est compliqué parce qu'ils sont à court de missiles, notamment de missiles longue portée. Bon, les drones, ça vole relativement peu rapidement. Donc, avec un certain nombre de vecteurs, comme des drones tueurs, par exemple, ou bien même des armes à tir tendu, on arrive à en descendre de manière à peu près correcte. En revanche, aujourd'hui, les livraisons de Patriotes, on sait que les Patriotes, par exemple, c'est un véritable sujet. Ne sont plus livrés, il y en a de moins en moins et qu'il y a une véritable pénurie parce que les stocks occidentaux ne sont pas extensifs et que notamment, ils ont été utilisés par les États-Unis pour leur propre guerre. Donc là, ils ont un véritable souci, d'autant plus que la Russie aujourd'hui augmente sa production de missiles et est capable de lancer de plus en plus de vecteurs, c'est-à-dire la proportion drone-missiles a augmenté au profit des missiles dernièrement. Voilà, ce sont des missiles, ça c'est pas un drone, fait pas un trou comme ça dans la rue. C'est absolument impossible. Oui, cette image de cratère qu'on vient de voir, c'est un... Oui, absolument. Donc ça, c'est un truc avec plusieurs centaines de kilos d'explosifs, vraisemblablement, et pas un drone. Donc là, ils ont un véritable problème qui sera peut-être passager, mais qui demeure véritablement très important, parce que ça fait des morts tous les jours. Oui. Mais on a, du côté européen, on a le Mamba, qui est l'équivalent. On ne peut pas leur en donner ? Non seulement on manque de missiles, on a livré avec les Italiens une seule batterie aux Ukrainiens depuis 2022 et on leur a livré des missiles pour la dernière fois, semble-t-il, début 2025. De l'autre côté, les Ukrainiens n'ont eu que 600 missiles PAC-3 Patriot depuis le début de la guerre. Les Européens non seulement manquent de missiles d'interception, mais surtout les Patriotes peuvent aller jusqu'à 24 km d'altitude. C'est beaucoup plus que ce que peut faire le Mamba. Le Mamba nouvelle génération qu'on devrait avoir d'ici 2 ans pourra faire l'équivalent du Patriot, mais aujourd'hui, pour des missiles comme les Zircon, par exemple, qui volent à Mach 9, 11 000 km/h, ce n'est pas un SMPT Mamba français qui peut l'intercepter. Quand on compare notamment un pays comme Israël et un pays comme l'Ukraine, c'est-à-dire dans sa défense aérienne, le dôme de fer n'est pas applicable d'une certaine manière dans un pays aussi immense que l'Ukraine. D'une part, et puis Israël a été préparé pendant longtemps, puisqu'entouré de beaucoup de pays ennemis et en guerre depuis sa création en 1948. Donc premier point. Deuxième point, elle bénéficie d'une aide colossale de la part
des États-Unis, une aide financière, une aide militaire, un soutien absolu. Enfin et surtout, le taux d'interception en Israël des missiles et des drones est autour de 94, 93, 95. Aujourd'hui, pour l'Ukraine, dans ce conflit qui n'était pas prévu, puisqu'on était sorti de la guerre civile, de la guerre froide, qu'on ne s'attendait plus à des conflits de telle intensité aux portes de l'Europe ou en Europe. Eh bien, aujourd'hui, le taux d'interception n'est que de 50% par les Ukrainiens des missiles russes. Or, ce qui s'est passé hier, c'est que, certes, les forces ukrainiennes ont pu intercepter quelques 100 drones, même un peu plus. Par contre, ils n'ont pu intercepter aucun missile, parce que justement, c'était des missiles balistiques et ils n'y arrivent pas. C'est devenu la hantise des Ukrainiens. Les dégâts sont d'ailleurs colossaux, notamment du côté de Kiev. Écoutez le maire qui pose un chiffre sur la reconstruction de Kiev. Écoutez. Chacune des attaques coûte énormément à notre budget en raison des dégâts causés. Le coût de la reconstruction s'élève à plus de 12,5 millions d'euros, un chiffre vertigineux. Je ne veux pas spéculer sur ce qui se passera si cela continue. 3800 logements ont été endommagés depuis le début de l'invasion à grande échelle et plus de 1100 rien que cette année. L'ampleur des travaux ne cesse de croître. 12,5 millions de dollars de reconstruction, c'est colossal. Oui, d'autant plus qu'il y a même des biens d'une valeur plus qu'inestimable, comme la Laure de Kiev, par exemple, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui était ciblée délibérément, comme l'a montré une enquête, par la Russie. Et quand on parle, c'est quoi les 12 millions de dégâts? Quel genre de dégâts est-ce? Ce sont des infrastructures civiles qui sont visées avec des missiles. J'ai vu, par exemple, un supermarché là-bas détruit. On m'a expliqué que les Russes attendaient l'heure de pointe, qu'il y ait un maximum de personnes à l'intérieur, dans l'idée de faire effondrer le bâtiment sur les civils. Il n'y a aucune utilité militaire là-dedans, mais il y a l'idée de faire un maximum de morts. Et ensuite, la Russie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a porté sa production de missiles à 2600 voire 3000 missiles par an. C'est presque un triplement en 4 ans, avec l'idée de rendre chaque hiver plus difficile. Il y a eu des centaines potentiellement de morts de froid à Kiev en janvier, du fait que les infrastructures énergétiques étaient détruites. Si ça continue à ce rythme et qu'à l'hiver prochain, la guerre est encore là, on aura l'hiver le plus catastrophique depuis le début de la guerre pour les Ukrainiens, parce que les Russes matraquent systématiquement Ukrenergo, c'est-à-dire l'infrastructure énergétique. Oui, c'est bien. Et puis, il faut ramener ça à d'autres conflits. Ça fait 4 ans qu'ils sont en guerre. La Russie est une puissance indéniable. L'Ukraine est en train de le devenir à son niveau. Si vous regardez le conflit en Iran, avec l'Iran, on en est déjà estimé à une estimation de 450 milliards de dollars. Ou un conflit comme à Gaza, qui a duré moins que ce conflit et qui aujourd'hui a provoqué des destructions avec des accusations d'herbicide. Donc le coût de la guerre est toujours élevé. Pour une guerre qui a duré 4 ans, on ne parle que de millions, je mets le que entre guillemets, alors que pour l'Iran, par exemple, eh bien ça va leur coûter la bagatelle de 450 milliards de dollars. Mais il y a un terrain sur lequel les Ukrainiens dominent tout de même, c'est la bataille navale. L'Ukraine revendique une attaque massive contre la flotte logistique russe. Regardez ces images, 21 pétroliers, 4 remorqueurs et 2 cargos visés. En urgence, Moscou a dû interrompre le trafic maritime dans le canal Azov-Don et le détroit de Kerch. Écoutez, parce que ça a une signification particulière, notamment pour la Crimée. C'est le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky qui le dit. Et ça va vous rappeler ces fameux propos de Volodymyr Zelensky. La guerre a commencé en Crimée, elle se terminera en Crimée. Écoutez. À tous ceux qui ont pleinement conscience que la Crimée est une partie indissociable de l'Ukraine, je veux dire ceci. Personne ne pourra jamais briser ce lien. Ils doivent comprendre ce qui se joue ici. Je sais qu'ils subissent des attaques, qu'il y a des difficultés sociales, des pénuries de carburant, d'importantes coupures de courant. Mais toutes ces épreuves servent un but plus grand.
Et ce but, c'est de rentrer chez soi. Vous devez comprendre notre objectif. Gallagher, l'objectif est clair, récupérer la Crimée. La communauté internationale pensait ça impensable, et là, les Ukrainiens sont en train de changer le cours de l'histoire d'une certaine manière. Non, c'est effectivement ce que Kirill Boudanov verbalise, c'est le principe de la désoccupation par l'étouffement, en fait. C'est par du ciblage logistique, et comme le disait M. Boudanov, d'impacter très fortement l'approvisionnement en énergie, en carburant, en munitions, mais également en vivres, puisque de par certains des témoignages qui nous parviennent, il y a des supermarchés dont les étals sont vides ou semi-vides. C'est pour faire monter le coût militaire, économique, géopolitique de cette occupation. Et comme vous le disiez, Margot, ne pas faire oublier que la Crimée, bien qu'occupée annexée illégalement depuis 2014, est un territoire, au regard du droit international, qui reste ukrainien. Maintenant, quant à la capacité réelle à pouvoir reprendre ce territoire, ça peut effectivement prendre énormément de temps, parce que j'en termine par là. La force de l'opération ukrainienne, c'est le caractère péninsulaire de la Crimée qui permet cet étouffement. La faiblesse de la manœuvre ukrainienne, c'est qu'une opération type amphibie ou de beachage, donc d'invasion, c'est pas réaliste, c'est pas dans les cas. Donc c'est un territoire qui est pas évident à défendre, mais qui est pas non plus évident à reprendre non plus. Mais tout de même, l'Ukraine a changé une partie de sa stratégie pour la Crimée, parce qu'avant, il frappait surtout les routes, les ponts. On voyait également le pont de Kerch, parfois des heures immobilisé parce qu'il y avait des missiles ou il y avait eu des drones au-dessus de ce pont de Kerch. Et là, il s'attaque avec des drones navals pour frapper ces pétroliers. Expliquez-nous. Oui, mais alors ces pétroliers ne sont pas véritablement liés à la Crimée. Ce sont des pétroliers qui sortent de la mer d'Azov. Là, on s'attaque au potentiel économique. C'est la même logique que de taper les raffineries, vous voyez, pour attaquer le potentiel. Alors, Sophia me disait qu'on était moi, j'étais resté sur le chiffre de 30% d'attrition. Sophia me disait que c'était 40% maintenant. Donc, 40% de la capacité de raffinage, a été oblitérée. Donc là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Crimée, mais c'est absolument considérable. Sur la Crimée, proprement dite, c'est une stratégie d'étouffement. Mais comme l'a dit Gallagher, je suis d'accord avec ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont reprendre la Crimée demain matin. Ils sont quand même de l'autre côté. Mais est-ce qu'elle est isolée tout de même? Elle est durablement isolée, oui, mais la Crimée comme ça, elle peut tenir très longtemps. Je veux dire, à la fin, il faut aller au sol, si vous voulez. Si vous n'êtes pas capable d'aller la reprendre au sol avec des troupes, eh bien, vous ne pourrez pas la reprendre. Alors, pour aller au sol, il faut soit venir de l'autre côté du Dniepr, soit venir de la région de Zaporijjia au nord et franchir plusieurs centaines de kilomètres et pénétrer dans la péninsule, ou bien venir en opération amphibie, et ils n'ont pas de flotte ni de moyens amphibies. Donc, vous voyez que ça n'est pas si simple que ça. En revanche, la Crimée, aujourd'hui, on peut dire que militairement, elle est totalement oblitérée, démonétisée. Elle n'a plus d'utilité stratégique, elle a juste une utilité politique parce que, symboliquement, pour Vladimir Poutine, ça représente tout. Et ça crée une certaine panique. Vous connaissez Soloviev, le propagandiste en chef, qui a sa propre chaîne YouTube et qui dit, lui, ceci, la Crimée, c'est la panique totale. Écoutez. Ce qui se passe actuellement en Crimée, ce que l'ennemi tente de faire, c'est de forcer tout le pays à reconnaître que nous devons tout mettre en œuvre pour défendre la Crimée et aider ses habitants. Les prix qu'ils paient pour l'essence en Crimée, c'est inimaginable. Que comptons-nous faire ? L'importance de la Crimée pour les Russes, tout de même. Oui, tout à fait. La Crimée avait plus ou moins été passée par pertes et profits après 2014. Il y avait eu certes des sanctions qui d'ailleurs avaient été contournées, mais le vrai sujet c'était le Donbass et les accords de Minsk ne portaient que sur le Donbass. Volodymyr Zelensky, quand il est arrivé au pouvoir, a créé la plateforme Crimée pour rappeler l'importance de la Crimée pour l'Ukraine. Quant aux Russes, pour eux, c'est une question d'identité nationale. Quand il y a eu annexion de la Crimée par Poutine, tout le monde a applaudi en Russie, il a eu un regain de popularité extraordinaire, et même la majorité des opposants, dont Navalny, avait soutenu cela, et en disant « si je suis élu un jour, je ne rendrai pas la Crimée ». Donc, pour Poutine, c'était un succès personnel. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est aussi une humiliation pour lui,
Et cette incapacité, effectivement, à la défendre pose problème, ce qui explique les réactions très vives des 1000 blogueurs et des ultranationalistes qui disent « Poutine est trop gentil avec les Ukrainiens et il faut taper plus fort ». Et pas que les 1000 blogueurs, parce que, regardez, ceux qui viennent pendant la saison estivale pour essayer d'aller sur les plages autour de la Crimée, eh bien, regardez leur réaction quand ils voient les plages vides. C'est bizarre. En fait, la nouvelle promenade est complètement déserte. On était déjà venu ici en mai quand la promenade a été inaugurée et il y avait tout simplement une foule immense. Et les habitants racontent que l'année dernière aussi, il y avait beaucoup de monde. On ne pouvait s'allonger nulle part. C'est vrai que c'est fou de voir la Crimée complètement vide, cette fameuse station balnéaire, en fait, pour les lieu de villégiature, Russes. exactement, et de la voir vide, et de savoir, d'après tout ce fameux compte sur Telegram qui relaie les messages des habitants de la Crimée et qui montre à quel point ils se plaignent de la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de touristes, ou en tout cas de vacanciers, qu'il n'y a pas de carburant ou un accès très limité, même si là, alors que la Crimée était complètement à sec, on apprend que certaines stations-service, et même pour être précis, 200 stations-service vont pouvoir vendre à nouveau du carburant, sans compter aussi l'électricité, et parfois ils sont dans le noir. Aujourd'hui, Moscou en est réduit à financer le secteur touristique sinistré en 4,3 milliards de roubles. Et effectivement, pour financer ce secteur qui est complètement à la dérive, ou en tout cas sinistré à cause de cette guerre. Surtout, Sylvie Berman, qu'il y a eu une migration énorme de Russes de plusieurs régions de Russie pour venir s'installer en Crimée. Oui, absolument. Mais cela dit, en 2014, il y avait déjà 65% de russophones ou de Russes qui étaient en Crimée. Et le mouvement s'est accéléré depuis. Donc, il y avait une grande majorité. Il restait quelques Tatars et puis, en fait, une minorité d'Ukrainiens. Et c'est une politique constante de la Russie, évidemment, c'est de russifier les régions qui sont occupées. Oui, on parle de 200 000 Rousskis, c'est-à-dire des Russes ethniques, et ce n'est pas anodin de le dire, qui ont été envoyés en Crimée depuis 2014. L'État russe a commencé d'abord par des incitations fiscales pour aider à s'installer parfois dans des maisons d'Ukrainiens qui avaient été expulsés. Puisqu'on parle des Tatars, il faut rappeler que ces Tatars étaient majoritaires en Crimée jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à ce que Staline fasse ce que beaucoup de pays, de la Lituanie à la Pologne, ont désigné comme un génocide. Eh bien, la Russie est aussi en train, en Crimée, de détruire pas à pas l'héritage non russe de la péninsule, de changer des noms, de débaptiser des églises, etc. Il ne faut jamais l'oublier, car on a beaucoup parlé en France du fait que ce serait une terre, se disant historiquement russe, mais la Russie, elle fait en Crimée une politique de russification qui s'apparente à un véritable nettoyage ethnique. Il ne faut jamais oublier cela, même quand on parle du fait que cette conquête de Poutine soit en train de se transformer en cauchemar pour le Kremlin. Mais justement, il y a également ces files d'attente. On ne peut pas se dire que ça va laisser la société civile insensible. Ces files d'attente le long des stations essence pour essayer d'avoir un peu de carburant. Ça arrive même dans les grandes villes. C'est ça qui est terriblement fou, parce qu'on disait toujours Moscou, Saint-Pétersbourg, ce sont des bulles, ce n'est pas le reste de la Russie, ce n'est pas touché. Et là, on voit clairement, notamment sur ces images, qu'il y a des files et des files d'attente de personnes qui se plaignent. On va les écouter parce qu'ils se plaignent ouvertement, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer au début de la guerre. Écoutez. Cela fait 2 jours que je vis dans ma voiture près d'une station-service Luke Oil avec le réservoir vide. Juste le temps de démarrer, d'atteindre la pompe. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir rester ici. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял, Россию Путин не предал. Bien sûr, cette dernière musique que nous avons trouvée, c'est une musique cynique qui critique le président russe.
en disant très clairement « Bravo Vladimir Poutine, tu nous as mis dans une situation un peu cocasse ». Oui, absolument, parce que finalement, en février 2022, Poutine avait tout, la Russie était redevenue un acteur international, et en lançant cette guerre, il a détruit l'avenir des Russes. D'ailleurs, c'est ce que disait le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, qui est un journal d'opposition et qui a été prix Nobel de la paix. Le jour même de l'invasion, il a publié un tweet en disant « L'avenir est mort ». Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer pour les Russes aujourd'hui, puisque le pacte, c'était qu'il n'y avait pas d'activité politique et que Poutine assurait la stabilité et la croissance de la Russie. Ce qui jusque-là, en tout cas jusqu'en 2022, avait bien fonctionné. Il a tenu en 2023 et en 2024. Et là, il est dans une situation effectivement difficile, et l'économie russe aussi. Non, et pour aller dans le sens de Madame l'ambassadeur, en fait, l'opération ukrainienne telle qu'elle est conçue et opérée en ce moment est en train de resoviétiser la Russie, c'est-à-dire de la forcer à renouer avec la pratique du rationnement sur l'essence. On vient de parler de la Crimée, où il y a cette même logique qui s'opère concernant l'énergie, mais aussi, je l'ai dit, concernant les vivres. Et ça va créer, si vous voulez, c'est déjà le cas. Pour l'instant, il y a de l'humour et il y a de l'ironie, et les Russes savent faire en la matière, mais ça va commencer à très sérieusement se tendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous campez dans votre voiture pendant 2 jours pour ne pas pouvoir faire un plein complet, parce que quand vous arrivez à la pompe, il y a un rationnement sur la quantité 20 litres avec laquelle vous pouvez repartir, ça crée des tensions entre les Russes, entre eux, ça va commencer à créer des tensions entre les Russes et le pouvoir. Quand, en plus de cela, et on va peut-être en parler, il semblerait que ce qui se dessine, on va peut-être revenir sur les propos de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine compte remobiliser assez fortement. Ça commence à faire beaucoup. Même quand vous êtes russe, qu'on célèbre votre résilience, votre culture vivrière, votre capacité à encaisser, et que Soloviev, le pouvoir et la propagande vous dit on est russe, on va tenir. Au bout d'un moment, je veux dire, tout ensemble ou être à un point de rupture. Et là, les Ukrainiens sont quand même, à mon avis, en train de s'en rapprocher. Bon, ce qui est intéressant, alors on parle bien entendu, on dit depuis une semaine que la guerre est entrée dans le quotidien des Russes, on le voit là, mais il faut voir également qu'il y a des milliers de camions qui sont à l'arrêt. Et les milliers de camions, ça veut dire la livraison des denrées dans les magasins, dans les entreprises, donc ça risque de paralyser l'économie petit à petit. D'autre part, il y a aussi le problème des moissons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont absolument pas certains de pouvoir mener à bien, c'est la période des moissons, là on est au mois de juillet, toutes les moissons telles qu'elles sont prévues, et il pourrait y avoir, on cite, jusqu'à 20% de perte des blés, du blé ou des moissons qui sont prévues. Donc, si vous voulez, il y a un effet boule de neige, il y a un effet exponentiel qui est très très loin d'être de se limiter à cet effet anecdotique de Russes qui râlent ou qui dorment dans leur voiture. C'est toute l'économie du pays qui petit à petit peut être paralysée. Et sur la popularité de Poutine, il faut voir que ces frappes, elles touchent les 2 piliers les plus fragiles du régime. Le premier, c'est que les Russes ne sont descendus vraiment dans la rue que quand il s'agissait de leurs conditions matérielles. En 2018, vous aviez eu un mécontentement populaire quand Poutine avait touché à l'âge de départ à la retraite et la TVA. Ça n'arrivera jamais, bien sûr, sur les droits de l'homme ou d'autres questions, mais quand le quotidien et les conditions matérielles sont en jeu, on peut voir des signes de mécontentement. Et la deuxième, c'est que il ne faut pas s'imaginer que la Russie soit non plus dans un engouement énorme derrière cette guerre. Ce qui domine, c'est la résignation. L'idée qu'il n'y avait pas vraiment le choix, et les Russes, généralement, ne soutiennent cette guerre que dans la mesure où ils ne sont pas concernés. Tous les sondages depuis 2022 montrent à chaque fois que les 2/3 de la population, au minimum, soutiennent cette guerre, mais les 2/3 de la population refusent toute mobilisation. Et si là, maintenant, on réentend parler de mobilisation pour la première fois depuis fin 2022, quand 800 000 Russes ont fui le pays, eh bien là, ça peut tanguer. Justement, les Russes essaient de se venger de la même manière en tapant eux-mêmes les stations essence en Ukraine. On va retrouver Marianne Kotonov qui est sur le terrain en Ukraine. Les Russes se vengent en visant eux aussi les stations service ukrainiennes, Marianne.
Ce sont près de 200 stations-service qui ont été détruites. Alors, les principales villes touchées, c'est la région de Soumy, Dnipro, Poltava, Zaporijjia. Et par exemple, entre Zaporijjia et Kharkiv, il y a 3 heures de route. Eh bien, il n'y a plus aucune station-service qui soit en état de fonctionner. Kiev commence d'ailleurs à être touché aussi. Alors, bien sûr, ce sont des dépôts de carburant. Donc, les habitants maintenant ont pour consigne de ne plus traîner dans les stations-service, de faire le plein et de s'en aller très vite. Mais au-delà du fait que ce sont évidemment des dépôts de carburant qui sont visés, c'est aussi ces stations-service, surtout celles qui sont rapprochées du front, un lieu de rencontre pour les militaires, parce que ce sont maintenant les seuls endroits où ils peuvent se ravitailler. Ce sont des endroits de rencontre aussi, où ils peuvent également se restaurer. Il y a des restaurants à l'intérieur des stations-service, et les Russes le savent très bien. Donc en visant ces stations, ils visent aussi des militaires, mais également la population civile. Cibler la population civile, ça reste tout de même au cœur des frappes russes, Sofia. Et il y a une réelle volonté de toucher tout ce qui est secteur énergétique et la vie des Ukrainiens. Oui, œil pour œil, dent pour dent. Et les Russes n'ont jamais fait que très peu de cas des vies humaines et même des vies civiles. On les a vus dans d'autres conflits. Moi, j'ai beaucoup couvert le conflit syrien et c'était des tapis de bombes qui étaient largués sur des villes, des villages et de simples citoyens. Là, évidemment, si à la fois ils peuvent frapper pour ces stations-service, évidemment qui ont été confiées, enfin dont les frappes ont été confiées à cette fameuse 50e brigade, la brigade spéciale de Vladimir Poutine, la Bariag. Eh bien, c'est œil pour œil, dent pour dent, évidemment, tout comme les Ukrainiens frappent les livraisons de carburant, frappent les stations-service et surtout frappent les raffineries, à tel point que Soloviev a proposé qu'on frappe les raffineries en Europe comme mesure de rétorsion. Aujourd'hui, eh bien, ils frappent évidemment ces stations qui, comme la correspondante de LCI l'a très bien expliqué, abritent également des gens qui viennent se ravitailler et notamment des soldats ukrainiens. Et donc, ils font d'une pierre deux coups et ne se gênent pas de frapper aussi tous les civils qui peuvent s'y trouver. Alors, vous parliez de l'unité spéciale de Vladimir Poutine, Variag, qui est impliquée notamment dans ces attaques contre des stations-service ukrainiennes. C'est quoi, Gallagher ? C'est une unité de drones, donc spécialisée dans les frappes dans la profondeur, avec une haute valeur évidemment stratégique. Symboliquement, si vous voulez, c'est aussi une manière pour la Russie d'illustrer qu'elle n'est pas en reste sur cette question des drones et ses capacités à frapper avec une précision métrique très très loin et en utilisant des systèmes autonomes. Donc il y a une communication qui est faite là-dessus par la Russie. Les Ukrainiens l'ont repéré également, et ça va devenir des cibles prioritaires comme l'unité Rubicon dont on a parlé beaucoup à une époque, qui était située dans le Donbass et que les Ukrainiens recherchaient et parfois réussissaient à géolocaliser très activement parce qu'elle a eu un impact non négligeable sur la partie ukrainienne, et ça peut être le début de cela avec cette unité Variag. Bon, ceci dit, quand on frappe une station essence, il faut bien comprendre qu'on embête les gens localement. C'est pas tout à fait frapper une raffinerie où vous oblitérez 2 ou 3% de la capacité de production russe. D'autre part, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Russes sont capables donc de faire des frappes de précision. Sur une station essence. Alors pourquoi frappe-t-il sur des immeubles à Kiev, etc. C'est bien la preuve qu'ils tapent volontairement sur les civils, parce que quand ils veulent taper une station essence isolée, il faut quand même c'est métrique cette approche-là. Et de l'autre côté, on nous explique que le missile tombe n'importe où parce que c'est pas assez précis et je sais pas quoi. Donc ce sont vraiment des salopards. Voilà. Un danger d'ailleurs, c'est que la Russie perfectionne sa stratégie visant à faire craquer l'arrière. Parce qu'on voit toute l'inefficacité jusqu'à aujourd'hui des frappes sur les villes qui viseraient à faire craquer le peuple ukrainien. Et c'est l'inverse qui se produit. Les Ukrainiens sont toujours plus soudés face aux attaques. Mais si la Russie commence à faire ce que les Ukrainiens lui font, c'est-à-dire frapper de manière plus utile aussi bien le réseau énergétique, ça ils le font depuis 4 ans, mais désormais commencer à frapper tout ce qui permet aux Ukrainiens de faire de la logistique militaire, par exemple sur l'essence. Là, ça peut devenir plus dangereux. On sait que la Russie met beaucoup de temps à apprendre et à s'adapter, mais quand elle innove, ça fait très mal. C'est le cas sur le front, ça peut être le cas demain à l'arrière pour les civils. Justement, le recrutement a repris en Russie, c'est ça le plus surprenant, puisque on va voir cette affiche du côté de Saint-Pétersbourg. On ne parle pas de Sibérie cette fois-ci. On parle bien des grandes villes, des villes
qu'on appelle les villes un peu européennes. Saint-Pétersbourg est la ville la plus européenne de Russie, avec notamment cette affiche que vous voyez à l'écran, salaire à partir de 180 000 par mois, et avec notamment des indications pour dire très clairement qu'ils ont besoin de nouveaux hommes. On va écouter Soloviev, le propagandiste en chef, qui lui dit très clairement, c'est comme ça que les Russes vont se sentir concernés. Écoutez. Quoi en équivalent Voilà. Ils ont frappé Ust-Luga et Saint-Pétersbourg. À peine quelques semaines plus tard, je me trouvais dans une base située dans la région de Leningrad. Un homme là-bas m'a dit « On n'avait pas vu un tel afflux depuis longtemps. On va arriver à un point où nos concitoyens se rendront compte que cette guerre les concerne aussi. Et là, l'Europe n'aura qu'à bien se tenir. » Sylvie Berman, est-ce que réellement la Russie peut survivre à une nouvelle vague de mobilisation ? Alors, une mobilisation générale, ça va être difficile parce qu'il y aura des réactions et des départs en masse. Pour le moment, il reste dans sa logique qui est d'engagement volontaire avec des sommes considérables. On pensait à un moment qu'il n'avait plus les moyens, effectivement, de recruter de cette manière. Mais en tout cas, maintenant, c'est la première fois que Saint-Pétersbourg et Moscou sont touchées. Et comme elles sont touchées par les frappes ukrainiennes, effectivement, les habitants peuvent se sentir plus concernés. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas ? Parce que quand même, Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est des urbains, c'est ceux qui sont le plus hostiles à cette guerre, donc ce n'est pas garanti. Mais lui, je ne sais pas quel âge il a, il peut peut-être aller se battre au lieu d'appeler tout le monde à y aller. Non, je me souviens de Jérôme Garraud qui avait fait un reportage justement, et je crois même que c'était à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, et où il demandait à des personnes, si vous voulez, relativement jeunes, si elles seraient prêtes, y compris pour un solde élevé, à aller sur le front. Et quasiment toutes, si ce n'est toutes, avaient répondu non. En revanche, les 180 000 roubles, il faut préciser que je crois que c'est l'équivalent de 2000 euros. Le salaire minimum sur place, je crois que c'est 300. Donc c'est, voilà, et Madame l'ambassadeur l'a dit, ce sont des sommes qui sont quand même considérables. Ce qui est intéressant, c'est que c'est, et bravo à la régie de nous sortir aussi rapidement ce graphique, c'est de se dire que Vladimir Poutine, en fait, est passé par plusieurs leviers et aucun se sont avérés être efficaces. Le seul, c'est l'argent. Et ça, les Ukrainiens y recourent également. Mais parfois, les Russes ne sont pas payés. Non, mais Vladimir Poutine est passé, par exemple, par le masculinisme. Tu te bats pas, t'es une femmelette, t'es pas un homme. Pas fonctionné. Il y avait cette photo, notamment, de l'ours. Voilà, exactement. Dans toutes les gares. Oui. Par la religion, par le métaphysique, c'est-à-dire l'idée d'un combat entre le bien et le mal, par l'histoire, le fait de réactiver le mythe de la Grande Guerre. Rien de tout cela n'a fonctionné. L'argent, en revanche, pas à Moscou et à Saint-Pétersbourg, je redis, a fonctionné. Mais ce qu'on sent, si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement un besoin de continuer à alimenter cette machine macabre et que Vladimir Poutine n'est pas prêt à renoncer. Parce que s'il en vient à faire des campagnes comme ça, je ne crois pas qu'elles soient entièrement neuves à Saint-Pétersbourg. On a déjà vu des affiches comme ça à Saint-Pétersbourg, mais ça veut dire que voilà, et j'en parlais tout à l'heure, l'idée de la mobilisation, eh bien, elle est quelque part, elle n'est pas très loin en toile de fond. Et ça, je le disais au moment de la séquence sur les stations-service, ça va contribuer à continuer à tendre cette société. Bon, la mobilisation, on a tendance à penser que c'est la panacée et la résolution de tous les problèmes. Non. Mais pas du tout. Parce que si vous mobilisez 2 millions d'hommes, comment vous les habillez ? Comment vous les équipez ? Vous avez 2 millions de fusils, alors il vous faut pas 2 millions de chaussures, il vous en faut 4 millions, parce que tous les soldats ont au moins 2 paires de chaussures. Il vous faut 4 treillis par soldat, il vous faut après des blindés, il vous faut un encadrement. Les former. Un régiment c'est 200 cadres. D'où viennent ces cadres ? Et puis ensuite, si vous avez 2 millions de soldats, eh bien il faut une structure, donc il vous faut des états-majors de brigade. Les états-majors de brigade, c'est des états-majors et de division, ce sont des états-majors qui sont pleins d'officiers et de sous-officiers. Pour former un colonel, il faut 25 ans. Pour former un général, il en faut 30. Donc, d'où ça vient tout ça ? Vous voyez, c'est bien gentil de mobiliser les gens, mais après, pour en faire un outil de combat crédible, eh bien, ça se passe pas comme ça. Et donc, peut-être qu'une des raisons également du défaut de mobilisation générale, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'aller très au-delà de ce qu'ils ont déjà sous les drapeaux. On peut se poser la question, est-ce que la Russie a réellement les moyens d'intensifier cette guerre ? Et le Kremlin semble ce soir modifier la façon dont il décrit publiquement
son invasion de l'Ukraine. C'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui le dit en parlant d'une guerre à grande échelle au lieu de la terminologie d'opération militaire spéciale qu'on avait l'habitude d'entendre. On voit ces mots à l'instant et on sait par une enquête de Reuters que très clairement Vladimir Poutine n'a pas décidé d'arrêter cette guerre, que tant qu'il n'aura pas le Donbass, en fait, il n'arrêtera pas, Aurélien. Oui, on est en train de renouer avec la rhétorique maximaliste que le Kremlin avait fini par arrêter. Le Kremlin, depuis 2022, avait vu que la population commençait à trouver anxiogène la rhétorique de dire qu'on se battait contre toute l'OTAN, que c'était une guerre sacrée, qu'on combattait littéralement le mal et des démons et que Dieu bénissait cette guerre. Là, on revoit ce discours poindre pour deux raisons. Si vous êtes pessimiste, on peut partir du fait que les esprits sont déjà préparés à une mobilisation de plus grande envergure. Si vous l'êtes moins, vous pouvez vous dire que ça reste de la pure rhétorique pour montrer aux Occidentaux que la Russie n'est pas prête de négocier ni de craquer. Mais ce qu'il y a d'inquiétant, enfin, c'est que le Kremlin se donne aussi les moyens de cette guerre totale. On parlait des salaires, des soldes et des primes pour les soldats. Il faut savoir que ça représente 2% du PIB de la Russie. Ouais. C'est comme si tout le budget de la défense français allait uniquement au recrutement de nouveaux soldats. Et dans l'industrie de défense, les salaires sont 4 fois plus élevés que dans l'industrie civile. Donc le Kremlin, pour l'instant, se donne les moyens. Ça peut durer peut-être 1 an et demi à 2 ans avant que la Russie ne puisse plus payer, mais c'est 2 ans de plus pour les Ukrainiens à souffrir. Mais quand on voit les dépenses militaires, tout de même, Aurélien, qui sont établies à 5 900 milliards d'euros, 70 milliards d'euros, c'est 30% de plus que l'année dernière. On se dit, mais où va l'argent réellement dans cette guerre ? Tout d'abord, ils sont en train de baisser d'autres dépenses, notamment sociales. Ils ne touchent juste pas aux retraités, car ça reste un des bastions électoraux, on va dire, de Vladimir Poutine. Ils sont en train de rogner sur d'autres investissements d'avenir, mais la Russie, Georges Sokolov la décrivait comme une puissance pauvre. Elle sait faire passer d'abord la puissance par-dessus le bien-être de ses concitoyens. Le peuple russe, pour l'instant, soutient cette primauté à la guerre du moment où, encore une fois, ils ne sont pas mobilisés directement. Et dernier aspect, il faut pas oublier une chose. Quand on parle du fait que le budget russe est 150 milliards de dollars, en parité de pouvoir d'achat, c'est plutôt 450 ou 500 milliards de dollars. La Russie, quand vous rapportez ça à sa réalité économique, dépense plus que la totalité de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et justement, vous parliez de cette logique maximaliste. Dmitri Peskov, lui, le dit très clairement. Tant que l'Ukraine frappe, nous, on va y aller encore plus fort. Écoutez-le. Plus le régime ukrainien frappe nos infrastructures, plus la zone de sécurité que nous serons contraints de créer sera étendue. Une nouvelle escalade pourrait bien prolonger l'opération militaire spéciale. Et il y a un objectif prioritaire derrière tout ça, c'est de conquérir l'ensemble du Donbass, Sylvie Berman. Oui, en fait, les 2 principales raisons invoquées par Vladimir Poutine pour lancer cette guerre, c'est pas d'Ukraine dans l'OTAN, et ça paraît acquis, en tout cas du côté américain, et on protège les populations du Donbass, russophones du Donbass, qui ont été victimes de génocide, de maltraitance, etc., etc. Donc c'est difficile pour lui de renoncer à cette partie du Donbass. Et c'est pas uniquement une question de territoire, mais ça devient quelque chose d'extrêmement symbolique. Si dans l'hypothèse où il avait ces 20% du Donbass, il pourrait arrêter en fait la guerre et ne pas chercher. De toute façon, il n'y arriverait pas à conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Mais là, ça paraît extrêmement difficile. Et puis de l'autre côté, évidemment, pour les Ukrainiens qui se battent depuis plus de 4 ans, c'est inacceptable. Surtout que la progression de l'armée russe dans le Donbass, elle est extrêmement lente. Mais c'est extrêmement lent, bien sûr. Alors la province de Louhansk, elle est à peu près conquise. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Mais dans le Donetsk, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on doit être à 75, peut-être que quelque chose comme ça, 75%. Donc, et derrière les lignes ukrainiennes, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a plein de défenses dans la profondeur, sur des dizaines de kilomètres. C'est-à-dire que même si on conquiert un village et puis qu'on crie à la victoire, comme ça a été fait dernièrement, en expliquant qu'ils avaient de manière très glorieuse conquis une toute petite commune, eh bien derrière, bien entendu, il y a encore des dizaines de kilomètres de combat dans la profondeur. Donc, ils ne peuvent plus progresser, c'est terminé. Mais de l'autre côté, les Ukrainiens sont incapables également de reconquérir le terrain perdu, malheureusement. Vous vous rappelez de ces fameux blogueurs qui étaient sur le terrain, ces blogueurs russes qui rapportaient une mine d'informations énorme côté russe, parce qu'on en avait très peu.
et ils prennent finalement la parole. C'est ça aussi qui change. Ce n'est pas seulement la société civile. Ces blogueurs qui étaient fidèles au Kremlin pendant un certain temps commencent à dire qu'il y a des mensonges et se demandent même s'il y a un pilote dans l'avion. Écoutez. Tout le monde en a marre des mensonges sur Kupiansk, les mensonges sur Konstantinivka. Arrêtez de mentir au président. Est-ce que quelqu'un de courageux peut dire ce qui se passe dans ce pays ? Pas à la manière de Rechnikov qui dit que nous rattrapons et dépassons les États-Unis. Mais bien sûr, avec des ânes et des mules peut-être. Avec quelle économie ? Et face à ça, on se rend compte que les défenses russes ont également du mal à tenir, Aurélien. Oui, déjà, quand on parle de ces familles de blogueurs, Poutine avait par exemple arrêté l'un d'entre eux, c'était Igor Strelkov par exemple, parce que lui, il sait que le principal danger, ça vient pas de pacifistes en Russie ou autre, mais des jusqu'au-boutistes qui trouvent que Poutine ne va pas assez loin et ne sait pas ce qu'il fait. Et puisque vous parlez des défenses... de Prigojine, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, Poutine a porté la société russe à ébullition et porté sur le devant de la scène des gens qui étaient encore marginaux il y a 15 ans. Désormais, ça se retourne contre lui, potentiellement. Et puisque vous parlez des défenses russes qui tiennent mal, il y a beaucoup de critiques qui pointent, par exemple, sur les défenses aériennes. On sait que la Russie, aujourd'hui, en est à devoir déployer des moyens complètement rustiques et obsolètes pour pouvoir protéger des raffineries dans ces 17 millions de kilomètres carrés. Des mitrailleurs, notamment dans des raffineries de Saint-Pétersbourg, pour protéger les raffineries. Oui, et d'ailleurs, quand on parle de mobilisation, ça pourrait être d'abord la première vague pour protéger le territoire russe avant d'envoyer des hommes au front. Mais les critiques des 1000 blogueurs, elles vont de plus en plus non seulement sur le front, mais aussi sur le fait que la patrie russe elle-même n'est plus protégée et que donc Poutine faillit à sa mission, ce qui le légitime le plus, la protection du territoire. Et surtout, vous le disiez, Général Richoux, l'Ukraine détruit les camions logistiques russes plus vite que la Russie ne peut les remplacer. Oui, absolument. Aujourd'hui, effectivement, l'efficacité des drones, qui est bien entendu, on le sait, le principal atout des Ukrainiens, fait que les pertes russes, et c'est vrai également en pertes humaines, sont plus rapides que leur capacité de régénération. Donc même s'il y avait un début de mobilisation, par exemple, générale, ne serait-ce que pour compenser les pertes, je veux dire, comment choisit-on ? Je veux dire, qui est mobilisé ? Il y a un problème d'égalité devant la mobilisation. Donc il est quand même confronté à un véritable problème, à une espèce de quadrature du cercle. Aujourd'hui, quand même, il est très 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 coincé. Les Russes n'ont plus les moyens de progresser et ils sont plutôt d'ailleurs maintenant sur la défensive et ils encaissent les coups de plus en plus. On voit également sur ces images, ce sont les armes que les Ukrainiens ont récupérées des Russes pour les utiliser à bon escient pour mener cette guerre. Ça a toujours été. Je veux dire, au début de la guerre, c'était presque la moitié de l'armement qu'ils obtenaient venait des captures. Alors c'est sur une ligne de front stabilisée, c'est beaucoup moins le cas, vraisemblablement. Non, mais ce qui est intéressant, je crois que dans ce cas précis, c'est parce que simplement il n'y avait plus de carburant. Et donc ils ne peuvent plus fonctionner et c'est plus facile. Enfin bon, il y en a qui sont détruits, mais d'autres qui récupèrent intacts et sans carburant et qui retournent effectivement contre les Russes. Les Russes ont une supériorité toujours sur les missiles, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec l'incapacité des Ukrainiens à se protéger. Est-ce que les Américains sont en train de changer de bord, si je puis dire ? Lors du sommet de l'OTAN à Ankara, Donald Trump a annoncé que les États-Unis étaient prêts à autoriser l'Ukraine à fabriquer, sous licence, bien entendu, des missiles patriotes. Écoutez Donald Trump. Qu'il était prêt à... alors il dit, je n'ai pas consulté l'entreprise, voilà, mais qu'il annonce que son petit doigt lui dit qu'il y aurait normalement sur le principe des missiles patriotes sous licence ukrainienne. C'est important que vous le rappeliez parce qu'en fait quand il a prononcé cette phrase, donc j'étais quand même assez surpris. Les gens qui étaient autour de lui, il faut regarder leur langage corporel. J'ai l'impression que Donald Trump a entre guillemets improvisé ce moment sans alerter le staff et certainement pas l'entreprise au préalable. Ce qui a pu un petit peu prendre de court les gens qui l'accompagnent. Volodymyr Zelensky aussi dans une certaine mesure, puisque c'est un peu un cadeau empoisonné, puisque ce qu'attendait le président ukrainien, c'est pas une licence pour fabriquer des missiles intercepteurs, mais bien des missiles intercepteurs. Déjà sur étagère. Oui, et des livraisons, effectivement. Après, voilà, si ça donne lieu à une, si vous voulez, montée en gamme et une capacité à s'autonomiser davantage, à pouvoir produire leurs propres munitions, c'est une bonne nouvelle.
Mais fabriquer un missile Patriot, ça prend énormément de temps. Il y a quand même énormément de questions. Et puis il faut, je veux dire de manière très prosaïque, trouver les sites, pouvoir les protéger, parce que ça va à leur tour devenir des sites qui vont être ciblés par les Russes. Alors, vous connaissez le sénateur américain Lindsey Graham. On va vous montrer son image. Proche de Trump, un conseiller de Trump m'avait dit un jour, c'est un sénateur qui est à 90% d'accord avec Donald Trump, mais il reste 10% quand même puisqu'il ose s'opposer sur certains sujets. On verra ça dans un instant. Mais regardez tout de même, puisqu'il s'est rendu en Ukraine pour visiter une usine de drones notamment, et écoutez ce qu'il dit. C'est très intéressant parce que ça révèle la logique de Donald Trump. Écoutez. Je pense que le président Trump apprécie les gagnants et qu'il considère l'Ukraine comme faisant partie de ce camp. Mais on ne gagnera pas cette guerre sur le champ de bataille. Cela dit, l'Ukraine exerce réellement une forte pression sur la Russie. Mon espoir est de mettre fin à cette guerre par la voie diplomatique. Et plus nous aurons de moyens de pression sur Poutine, mieux ce sera. Je pense donc que ce que le président Trump a vu en Ukraine l'a impressionné. Il a été impressionné. Oui, c'est tout le problème avec Donald Trump. C'est-à-dire que lui, il fait de la politique par à-coups et sur des coups de cœur ou des coups de répulsion. Alors, on l'a vu comment il a humilié le président ukrainien l'année dernière au Kremlin, à la Maison-Blanche. Lapsus révélateur. C'était pas voulu, je vous promets. Parce que, justement, Volodymyr Zelensky était dans une mauvaise posture. Peu a importé au président Trump de savoir que l'Ukraine était bel et bien occupé. Là, aujourd'hui, comme il sent que ça devient un winner, donc il lui promet des patriotes dont on ne sait même pas s'il pourra les recevoir, même si Volodymyr Zelensky a bel et bien dit, il y a 2 jours, hier, que ils allaient en recevoir dans les prochains jours. Donc, se demander si oui ou non Trump va rester du côté des gagnants ou si l'Ukraine perdait un petit peu, Trump rejetterait cette nouvelle position. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens obtiennent les moyens de se défendre. Or, je pense que ni Trump, ni les 2 sociétés qui produisent des patriotes sont en mesure de lui livrer ce dont il a besoin. Prenons la direction des États-Unis et aussi de l'Iran, puisque ce soir, il y a un ultimatum donné par Donald Trump. Si l'Iran n'arrête pas ses hostilités dans le détroit d'Ormuz, eh bien, il y aura de nouvelles frappes. On verra si dans quelques heures, dans quelques minutes, peut-être, il y aura des frappes. On va prendre la direction de Washington pour vous retrouver, Justine Jankowski, parce que Donald Trump promet encore l'armada. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a des discussions à Oman entre les négociateurs omanais et iraniens. Et selon la presse américaine, la Maison-Blanche s'attend à ce qu'à l'issue de ces discussions, les Iraniens publient un communiqué dans lequel ils s'engagent à 2 choses. D'abord, à ce que le détroit d'Ormuz soit ouvert, que le passage soit libre et qu'ils s'engagent aussi et surtout à arrêter de tirer sur des navires commerciaux. Si les Iraniens ne font pas cette déclaration aujourd'hui, alors il va falloir s'attendre à de graves conséquences. C'est ce que dit un responsable américain qui est cité dans la presse ici, notamment dans le Wall Street Journal ou encore dans le média Axios. Il dit les Iraniens ne passeront pas une bonne journée. Alors comment interpréter cet ultimatum? Est-ce que c'est un revirement de la part de Donald Trump? Est-ce qu'il s'apprête à relancer les hostilités? Ce qui est sûr, c'est que la presse dit ici que si le président américain n'arrive pas à obtenir un accord sur le détroit d'Ormuz, eh bien ça va être bien plus difficile d'en obtenir un sur le nucléaire iranien, puisque c'est un sujet bien plus complexe. Donald Trump, qui est à la Maison-Blanche tout le week-end pour travailler, il ne quitte pas Washington, il ne s'est pas encore exprimé sur le sujet aujourd'hui, mais la journée est loin d'être terminée ici à Washington. Merci Justine Jankowski. C'est vrai que j'oublie le décalage horaire. Il y a une possibilité que ce ne soit pas encore la fin de journée pour Donald Trump, et il reste notamment à la Maison-Blanche, ce qui n'est pas souvent le cas. Il part parfois faire du golf en Virginie, parfois à Mar-a-Lago en Floride. Cette fois-ci, on sait qu'il y a quand même un minimum de sérieux dans ces dernières discussions, puisque surtout il y a cette conséquence, l'Iran qui veut la peau de Trump, le guide suprême promet de venger son père, une liste de cibles à abattre a même été publiée, on ne la publiera pas sur cette antenne pour des raisons évidentes, mais écoutez ce que dit le fils de l'ayatollah Khamenei qui a pris désormais le rôle du guide suprême. Nous nous engageons à venger votre sang pur et celui de tous ceux qui ont été martyrisés au cours de ces 2 guerres, aux mains de leurs assassins criminels et infâmes.
Ces criminels, dont les noms sont connus de tous, emporteront dans leur tombe l'espoir perdu de mourir paisiblement dans leur lit. Que nous soyons là ou non, cela sera accompli. Est-ce qu'il faut croire à ces menaces, Sophia ? Non, c'est ce qu'on appelle dans cette région de la consommation interne. C'est-à-dire que tout comme Trump promet parfois de mettre l'Iran à feu et à sang, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux toute menace de liquidation, d'assassinat d'un président, surtout en l'occurrence comme le président Trump, qui a déjà été victime à plusieurs reprises de tentatives bien réelles. Mais en ce qui concerne Mujtaba, dont on n'a pas vu le visage et pas entendu la voix depuis que son père a été liquidé, le 28 février, on peut se demander dans quel état il est. Est-ce que c'est lui qui a rédigé ce texte de menace que ça n'a pas donné lieu à une fatwa, le général Richoux le rappelait à l'instant, et qu'il est tout à fait normal, entre guillemets, évidemment le mot normal, que dans des funérailles, ou dans le chiisme, la revanche, œil pour œil, dent pour dent, et pas seulement en Iran, mais dans la région, on promette de tuer celui qui a tué leur guide suprême. Il faut quand même se souvenir qu'il y a un peu plus de 33 ans qui ont séparé l'émission d'une fatwa contre Salman Rushdie en 89, après la publication des versets sataniques, de l'attentat commis contre l'auteur en août 2022. Donc ce que le guide suprême serait, parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas s'il est encore vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son, pas d'image, tout est artificiel. C'est une figure, j'allais dire, tuténaire, instrumentalisée par ce qu'il reste du régime pour faire croire à une forme de continuité. Je mets ça de côté. Mais pour installer dans l'inconscient national l'idée de vengeance comme justement projet national avec son corollaire, c'est-à-dire la patience stratégique, qui est de dire, vous savez, peut-être que nous ne pourrons pas accomplir cela de notre vivant, mais ces gens-là n'échapperont pas à notre vengeance. Et c'est pour ça que je suis parti de cet exemple, celui de Salman Rushdie, pour montrer que quand même 33 ans, c'est mais il y avait fatwa. Mais il y avait fatwa. Et sur le, alors on peut s'interroger effectivement, est-il en vie, est-il en mauvaise santé, etc. Moi, ce que je remarque simplement, c'est que ni le Mossad ni la CIA n'ont proclamé qu'il était mort. Donc, tout à fait. Ça c'est quand même quelque chose, parce que si le Mossad l'avait tué ou il était mort de ses blessures, je pense qu'on le saurait. Donc, je pense quand même qu'ils doivent le cacher relativement bien, et que aujourd'hui, peut-être n'est-il pas présentable. C'est très possible, mais voilà. Non, mais ça révèle aussi des dissensions au sein de ce régime avec ceux qui ont accepté de négocier, c'est-à-dire Ghalibaf et puis Araghchi. Ils se sont fait bousculer dans les rues. Ils se sont fait conspuer. En même temps, ils ont aussi risqué leur vie, puisque quand ils sont allés négocier, Israël, le Mossad a failli les éliminer, et il semblerait qu'il y ait dû avoir l'intervention de Donald Trump, et puis les gardiens de la révolution, les plus extrémistes, et qui probablement se cachent aussi derrière Mojtaba. D'ailleurs, à ce propos, en parlant de liquidation et de coups dans l'autre camp de représailles, lors d'une des très nombreuses colères de Donald Trump, il s'en prenait à l'Iran pour avoir frappé ces trois navires qui ont conduit à la reprise des combats, disons, de plus ou moins forte intensité, en disant « mais c'est c'est des Américains qui ont protégé la procession et les funérailles de Khamenei, donc le guide suprême assassiné le 28 février dernier, qui, comme nous le savons, pendant plusieurs jours, a été transporté de ville en ville, qui s'est même arrêté en Irak, dans les deux villes saintes pour les chiites de Najaf et Karbala, avant de revenir à Mashhad, la ville sainte, qui est la ville de naissance du guide suprême assassiné. Mais c'est vrai que ça s'est fait avec la bénédiction de Trump. Tout à fait. Ça paraît paradoxal, mais autrement, ils n'auraient jamais pu organiser une telle manifestation. Ça ne les empêche pas d'appeler à tuer Trump et l'Amérique, etc. Les adeptes du Grand Satan. Mais il y avait quand même des poids lourds du régime qui étaient présents. Je crois que Vahini était là. Vahini était là. Bon, donc c'est quand même le gardien d'armes. Et peut-être,
s'il est encore vivant, le fils du guide suprême, caché, masqué, etc. Je pense que c'est pas forcément paradoxal. Je pense que c'est pas un Trump magnanime. Ça indique aussi le souhait qui est partagé, à mon avis, entre ces deux belligérants, d'un non-retour à la guerre de haute intensité, avec bien l'espoir de réussir à trouver des compromis, mais on le voit en ce moment même, c'est-à-dire sur le premier des sujets, on parle même pas du nucléaire, des proxys, du changement de juste sur Hormuz, il n'y arrive pas. Moi, ce que je lis en ce moment même, c'est que Arakchi, parce que vous disiez, il y a un décalage horaire, effectivement, Margot, avec Washington, là, il est 1h30 du matin à Téhéran, c'est terminé. Arakchi est rentré en Iran, il a quitté Oman. Je ne sais pas si le médiateur qatarien qui essayait de trouver un compromis encore sur place, mais il n'y a pas eu de déclaration conjointe irano-omanaise. Et donc on va voir la manière dont Donald Trump va réagir. Peut-être va-t-il déclencher de nouvelles frappes, mais il y a quand même une probabilité faible pour que cela fasse plier les Iraniens sur ce dossier, sans parler des autres que j'ai mentionnés. Mais justement, Donald Trump, lui, dit ouvertement qu'il est, là on voit sur ces images, c'est-à-dire des messages en anglais, « We will kill Trump », on va tuer Trump, c'est-à-dire que c'est adressé à la communauté internationale d'une certaine manière, ce n'est pas écrit en persan sur ces banderoles. Et puis Donald Trump qui dit ouvertement être au courant de tout cela. Écoutez. Leurs leaders sont morts, ils les ont remplacés, puis on les a tués. Ils n'arrêtent pas de les remplacer. Peut-être que les nouveaux vont mourir aussi. Moi aussi je pourrais mourir, parce que je suis leur cible numéro 1. Aviez-vous connaissance d'une menace de l'Iran contre Air Force One ? Je suis constamment menacé. Je suis leur cible numéro 1. Mais si l'avion est touché, on meurt ensemble. Certains d'entre vous devraient peut-être songer à changer de métier. Est-ce qu'il y a des cellules dormantes aussi aux États-Unis pro-iraniennes ? Non, ce qu'on lit dans l'univers MAGA, c'est que c'est la faute de Joe Biden qui, avec sa politique migratoire trop flexible et plastique, il aurait laissé entrer des gens qui effectivement pourraient avoir constitué des cellules dormantes et donc agir sur le territoire des États-Unis. Il faut rappeler que des agents iraniens ont essayé d'assassiner l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington DC. Donc ils n'ont pas réussi. Il faut rappeler qu'il y a cette capacité-là. Après, Donald Trump fait référence en fait à un vrai, c'est discutable, souci de sécurité sur, vous savez, le Boeing qui lui a été offert par les Qatariens avec lequel il s'est rendu au G7 à Ankara, mais à bord duquel il n'est pas reparti. Il l'a fait repartir à vide en direction de l'Angleterre. Donc lui, il a fait ce trajet-là avec un ancien aéronef et à partir de l'Angleterre, il est remonté à bord de l'avion donné par les Qatariens pour partir aux États-Unis. Et les journalistes qui étaient, comme on l'a vu sur les images là où Donald Trump s'exprimait à bord, ont expliqué qu'on leur avait demandé de fermer tous les hublots au décollage. Et quand ils ont demandé pourquoi, ce n'était pas du tout habituel. Voilà, il leur a été fait comprendre qu'il y avait eu des indications d'ordre sécuritaire qui avaient été données. Ce qu'on apprend par la presse américaine, je pense au Wall Street Journal et au New York Times, c'est que les Israéliens auraient averti Donald Trump qui fait effectivement l'objet... Un plan spécifique. Oui, maintenant les services américains, ce que je lis, c'est qu'on jugeait l'information peu crédible, mais même quand il y a une faible probabilité, c'est pris très au sérieux, et donc des mesures ont été mises en place. Dernière chose, c'est quand même pour rappeler que Donald Trump utilise l'avion donné par les Qatariens. Il y a un travail pour l'agrémenter de certaines mesures défensives et offensives qui a été fait, mais qui nécessite des années. Or là, entre le temps où les Américains reçoivent l'aéronef, où ils transportent le président américain, c'est impossible de mettre en place les dispositifs sécuritaires nécessaires. Oui. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, Gallagher l'a bien dit, ils ont repris l'ancien parce que le cahier des charges est beaucoup plus strict et il a beaucoup plus de fonctions, notamment défensives en matière de l'heure, notamment. Il faut pas oublier également qu'il peut être ravitaillable en vol, Air Force One, c'est-à-dire qu'il peut durer des dizaines d'heures en vol, etc., etc. Il est durci, il a des moyens de transmission redondants, de manière à toujours être en liaison avec le sol, et toute chose dont n'est vraisemblablement pas équipé un appareil civil. C'est très difficile de transporter un appareil civil, alors que l'appareil militaire, lui, il a été construit pour ça, dès le départ. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que les transpondeurs ont été arrêtés au moment du décollage. C'est-à-dire que au moment du décollage, on n'a pas su jusqu'en Angleterre où était l'avion de Trump, pour éviter
de pouvoir le pister, savoir où il était, etc. Donc il y a les services, comme je dis, ils font un geste technique. Ils ne savent pas si la menace est réelle, mais à partir du moment où on leur dit qu'il y a une menace, eh bien ils ont appliqué véritablement les mesures maximales. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait des transpondeurs de l'avion des États-Unis d'Amérique qui ont été éteints à un moment dernièrement. Voilà. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des images qui nous parviennent de ce soir, avec encore dans la ville de Machhad des hommages à l'ayatollah Khamenei, notamment. Oui, ça oui, bien. Pardon. Et des slogans ou des promesses, œil pour œil, dent pour dent. J'ai pu voir passer, et une vengeance inévitable. Donc voilà. Oui, exactement. Line. Oui. C'est biblique. Ouais. C'est le talion. Ouais, ben c'est ça. Et donc, et par conséquent, c'est cette population-là que celui qu'on a présenté comme le nouveau guide suprême dans cet enregistrement, même si c'est pas sa voix et qu'on ne le voit pas, eh bien, c'est cette population-là, 10 ou 20% de la population qui reste fidèle à ce régime, malgré tout ça. Ils doivent rendre hommage. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller saluer le grand Satan. Vous avez, comment dirais-je, pendant 47 ans, vous n'avez cessé de vendre ce récit que c'était des méchants, que c'était le mal absolu, le mal incarné. Et tout d'un coup, il vous tue votre guide suprême, qui est le représentant de Dieu sur terre selon le chiisme. Donc c'est d'une certaine manière, très très grave. Et pas seulement d'une certaine manière, c'est très grave pour ceux qui sont croyants et qui croient en ce régime. Donc ils sont obligés de dire, on va le tuer. Mais regardez, tout de même, puisque Donald Trump continue de vouloir des représailles, puisqu'il dit ceci sur son réseau social: 1000 missiles sont chargés et pointés vers la République islamique d'Iran. Et des milliers d'autres suivront immédiatement si le gouvernement iranien met sa menace à exécution, menace proférée dans de nombreuses régions du monde, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président en exercice des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, moi. Oui, mais alors, il faut pas oublier que si ça se fait, il sera mort. Et quand il sera mort, ça sera plus lui le président. C'est pas lui qui décide. Donc c'est pas lui qui décidera, ce sera Vance. À la seconde où il meurt, les forces armées n'obéissent pas à un testament, si vous voulez. La décision appartiendra en propre à Vance. Alors, comment réagira-t-il ? Peut-être comme ça. Il n'aura peut-être pas le choix que de monter aux extrêmes, mais en aucun cas, il ne peut donner un ordre préalable comme ça qui déclenchera l'apocalypse alors qu'il sera parti. Je doute fort que si le président américain est tué par un Iranien, le président suivant laisse couler. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il a l'air de donner un ordre aux forces armées. Et donc, il ne peut pas donner cet ordre-là, car la décision... C'est plutôt un avertissement. C'est comme si Roosevelt avait dit, après ma mort, déclencher la bombe atomique. Ben non, c'est Truman qui a déclenché la bombe atomique, en conscience, parce qu'il estimait qu'il fallait le faire. Donc moi, je pense, comme vous, qu'il y aura une réponse, alors là, apocalyptique, vraisemblablement, pas la bombe nucléaire, mais peut-être à ce moment-là, des troupes au sol, invasion de l'Iran, etc. Mais ce que je veux simplement dire là, c'est que en aucun cas, il ne peut donner des forces armées, des ordres aux forces armées pour post-mortem, si vous voulez. C'est strictement sur le plan légal impossible. Non, mais c'est de la dissuasion, et c'est pour dire que ça ne restera pas impuni. Et maintenant, on peut compter effectivement sur J.D. Vance pour avoir une réaction forte. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Non, mais il y a un scénario, dangereux tout de même. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, dans cette déclaration de la part du président des États-Unis, qui est quand même à la tête du pays militairement, en tous les cas, j'allais dire théoriquement le plus puissant au monde, pas une déclaration qui rappelle que le président des États-Unis il est intouchable. Jamais vous ne pourrez toucher un cheveu du président des États-Unis. C'est-à-dire, imaginez que ce régime puisse, avec efficacité, intenter à la vie du président des États-Unis et effectivement le tuer, c'est quand même se placer dans un scénario d'une extrême faiblesse des services américains qui laisseraient passer. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de bulles qui entourent Donald Trump. Donc il y a ça. Quant à ce scénario, enfin effectivement, moi je pense comme Madame l'ambassadeur que alors là, si vous en prenez, si le régime iranien s'en prenait à la vie du président des États-Unis et avec succès, le gouvernement américain ouvrirait les feux de l'enfer sur la République islamique. Mais pourtant, d'un côté, les Américains et les Israéliens sont ensemble prêts à frapper à nouveau. C'est-à-dire que les Israéliens le disent, eux, très clairement, on est prêt à frapper une troisième fois. Écoutez le ministre de la Défense.
L'armée est prête et en état d'alerte pour une reprise des combats, afin de rétablir une supériorité aérienne et afin d'amener le drapeau bleu et blanc en Iran pour éliminer les menaces, y compris une troisième fois si nécessaire. Si nous devons y retourner, nous y retournerons plus durement encore. Il y a un hiatus entre les Américains et les Israéliens, c'est que les Israéliens ont des objectifs établis qui n'ont pas bougé depuis juin 2025, l'idée d'une opportunité historique pour détruire la menace iranienne, voire le régime lui-même. Mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Ce sont les Américains qui, eux, ont renoncé aux positions plus maximalistes qu'ils avaient encore début mars, de vouloir détruire par la force aussi bien le programme nucléaire que le régime. Les Américains ont à nouveau de quoi tenir des semaines de bombardement, de refaire un épisode 2 des 40 jours de phase active. Mais la question, c'est que s'ils refont exactement la même chose, ça produira les mêmes effets. Les Israéliens, eux, sont dans l'idée qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Or, Trump, par exemple, risquera-t-il des troupes au sol? Certainement pas. Donc là, on a un petit peu la quadrature du cercle entre les deux. Mais justement, les Israéliens considèrent encore que l'Iran est une menace existentielle dans ce cas. Et ils ne sont pas les seuls. Mais ils ont raison aussi. Et ils ne sont pas les seuls. Les Israéliens, les Koweïtiens, les Émiratis, tous les pays du Golfe en réalité. Certains n'osent pas le dire officiellement, d'autres s'en prennent aux deux, c'est-à-dire vous avez la fameuse lettre de Haftour aux Émirats Arabes Unis qui s'adresse à Trump et qui dit, comme les Israéliens, que l'Iran est un mal absolu dans la région et un facteur immense de déstabilisation, mais qui en même temps s'adresse à Trump en lui disant mais quel fou êtes-vous donc? C'est un grand milliardaire, lui il n'a jamais fait faillite contrairement à Trump, et il a investi beaucoup au Proche-Orient et qui dit mais que fait ce clown à la Maison-Blanche? On a une menace iranienne, certes, mais ou vous en venez à bout, vous restez chez vous. Mais vous pouvez pas faire les choses à moitié. Parce que là, c'est encore plus grave. Vous pensez qu'ils auraient dû s'aligner sur les objectifs israéliens? Alors, moi, ce que je pense n'a que très peu d'importance. Mais en tout cas, les gens du Golfe, à tous ceux à qui je parle, certains hauts responsables, d'autres de simples citoyens, qui disent il fallait aller jusqu'au bout ou rester chez soi. Mais ce entre-deux qui est complètement chaotique, avec un homme qui un jour menace de mettre à genoux l'Iran, le lendemain qui trouve des gens très sympathiques alors qu'ils ont massacré la population iranienne, à qui il a promis de l'aide qui n'est jamais venue. Tout ça fait que, eh bien, les pays du Golfe en veulent beaucoup à l'Amérique. Et c'est aussi ça la conséquence de cette guerre, en plus du fait qu'elle a perdu sa superbe et elle a perdu aussi sa capacité de dissuasion et l'amitié de ses alliés arabes, pas d'Israël parce que c'est une amitié indéfectible mais pourtant les Israéliens aussi en veulent à Trump. Oui, je rappelle souvent ce que disait Machiavel, on ne se fait pas un ennemi à moitié, et on ne fait pas une guerre à moitié. Or, c'est ce qu'ont fait les Américains. Soit il ne fallait pas la faire, si ils n'étaient pas prêts à atteindre leurs objectifs, soit on ne s'arrête pas au milieu du gué et on continue. Ils se sont arrêtés au milieu de nulle part, en réalité. Mais est-ce qu'il y avait des objectifs? On comprend que les Israéliens qui, eux, avaient des objectifs, soient furieux. Donc, c'est pas étonnant que le ministre de la Guerre, aujourd'hui, dise qu'ils sont prêts à frapper de nouveau, parce que l'Iran a été un petit peu affaibli, mais aucun objectif n'a été véritablement atteint. En fait, il y a un autre dicton, pas de Machiavel, celui-là qui consiste à dire, à partir du moment où vous avez un immense marteau, ce qui est le cas du Pentagone, vous considérez que tous les problèmes sont des clous. Et donc, il y a le refus d'accepter que la solution, quelle que soit la puissance déployée, n'est peut-être pas forcément militaire. C'est-à-dire que même en mettant 2 millions d'hommes au sol, même 3 millions d'hommes au sol en Iran, mais peut-être que vous ne parvenez toujours pas à vos fins. D'abord parce qu'elles sont mal définies politiquement et stratégiquement. Ensuite parce que les Iraniens ont observé cela en Irak. Je rappelle que c'est le pays voisin où ils ont regardé et observé les Américains y faire la guerre pendant 2 décennies. Et donc il y a énormément de choses qu'ils ont compris sur la délégation d'autorité, la dissémination, la stratégie en mosaïque, la stratégie à la fois du faible au fort, du fou au fou et du fou au fort. Et donc ils ont mis tout ça en œuvre. Par ailleurs, se dire les Américains et les Israéliens pourraient faire plus. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de feu qui a été déployée par les Américains et les Israéliens pendant 39 jours? C'est-à-dire considérer qu'ils ont fait ça à moitié avec des dizaines de milliers ils n'ont jamais pris la décision d'envoyer au sol. Non, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont jamais prise? Parce que déjà les Israéliens ne peuvent pas. Ils sont pas assez nombreux. Et ensuite, parce que les Américains, quand l'état-major se planche sur ce travail de prospective, dit, alors déjà, c'est un carnage. C'est-à-dire que, alors là, les body bags, les sacs en plastique, on en a vu 13 rentrer aux États-Unis. Donc c'est une décision politique avant tout. C'est toujours une décision politique. Donald Trump est le commandant en chef des armées. Et ça, c'est un prix qu'il n'est pas prêt à payer. Et je l'en remercie parce qu'il n'y a aucune
garantie de réussite. En revanche, la garantie qu'il y a, c'est celle du bain de sang. C'est sûr que l'héritage de cette guerre à moitié est intenable. Parce que là, le scénario qui dette pour les prochains mois, c'est le stop and go. C'est qu'on en revienne à des passes d'armes comme celle de la semaine dernière. S'il fallait à nouveau citer Machiavel, on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. L'Amérique ne peut pas se permettre 6 mois de stop and go. La deuxième chose, enfin, c'est que quand on parle de la volonté d'envoyer des hommes au sol, etc., les États-Unis ont déclenché une guerre avec des objectifs maximalistes. C'était ceux des Israéliens, mais les Israéliens, au moins, avaient une stratégie derrière. Et le problème, c'est que désormais, en attendant, le fait d'avoir arrêté cette guerre au milieu du gué, on a un régime qui est beaucoup plus agressif et qui peut crier victoire. Absolument. Et pour les alliés de la région, beaucoup sont à considérer qu'il faudra peut-être reprendre la guerre un jour pour en finir. Mais d'ailleurs, certains pays du Golfe voulaient une logique maximaliste au départ. Alors, il y en avait peu qui la voulaient. C'était principalement les Émirats. Parce que les autres pays... Ils en sont revenus. Ils en sont revenus. Et comme disait Gallagher tout à l'heure, je disais il fallait y aller jusqu'au bout ou ne pas y aller du tout. C'est pas moi qui le dis, parce que je n'ai pas d'avis à avoir. Mais enfin, les pays du Golfe pensaient ainsi, en espérant que la guerre n'aurait pas lieu, parce qu'ils savaient qu'ils seraient les premiers à subir les représailles des Iraniens. Le problème, en fait, c'est que il n'y a pas d'autre solution pour venir à bout de l'Iran en tant que menace que de mettre les boots on the ground. Alors, d'abord, les Américains ne peuvent pas le faire. C'est une nouvelle faiblesse qu'on leur découvre, premièrement. Deuxièmement, l'exemple de l'Irak est quand même assez troublant ou même gênant pour les Américains. Cela dit, il faut rappeler quand même que c'est eux qui ont mis l'Iran au pouvoir en Irak. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de guerre gagnante contre l'Iran autrement que par la diplomatie et par le fait que le peuple iranien lui-même puisse se lever, puisqu'ils sont 70% de la population contre ce régime, que ces 70% de la population se dressent contre leur bourreau. C'est la seule solution. Oui. Ce qui est intéressant vraiment, c'est que là, la capacité de dissuasion conventionnelle, en tous les cas des États-Unis d'Amérique, est complètement émoussée ce soir. C'est-à-dire que ils ont déployé les vecteurs les plus modernes, etc. Ces vecteurs sont d'ailleurs efficaces. Les militaires ont rempli la mission qu'on leur a donnée, c'est-à-dire que quand un avion a décollé pour détruire un objectif, il l'a véritablement détruit. Simplement, la partie politique n'ayant pas été bien définie, et puis les moyens employés n'ont pas été correctement défini, eh bien, ça donne cette affaire-là. Moi, je suis de ceux qui disent que si on avait mis 700 000 personnes ou 1 million de personnes au sol, si c'était advenu, par exemple, après la mort de Trump, que le futur président dise, eh bien, on va marcher sur Téhéran, Téhéran ne pourra pas résister. Alors, après, c'est une guerre de haute intensité, il faut en accepter le coût. Et donc là, on revient toujours avec le problème de, est-ce qu'on est capable d'assassiner le coût, c'est-à-dire peut-être des milliers de morts, 10, 20, 30 000 morts, pour pouvoir prendre Téhéran? Vraisemblablement pas. Et donc la crédibilité américaine, mais aussi occidentale. C'est-à-dire que derrière, nous, on est tous démonétisés parce qu'on passe tous pour les valets des États-Unis. Et pendant ce temps-là, les pays émergents, les BRICS, etc., la Chine notamment, rigolent. Voilà. Alors, il n'y avait peut-être pas d'objectif clair de la part de Donald Trump, mais il y a une chose sur laquelle il a toujours été assez clair, c'est qu'il voulait détruire le nucléaire. Écoutez. Je ne suis pas content avec l'Iran. On va avoir un échange, on va parler de la dénucléarisation, parce que c'est ça derrière cette guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est une question de dénucléarisation. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce n'est pas une question de régime, même s'il faudrait changer de régime. Surtout quand on tue les premiers, puis les deuxièmes. Peut-être que ça a fini par mener à un changement de régime. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est, on ne veut pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Donc on veut dénucléariser le pays. On a fait d'excellents progrès dans ce sens. Là-dessus, il n'a pas changé d'un iota. Non, absolument. Mais d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il pensait, même dans les années 80, qu'il fallait avoir un Iran dénucléarisé. Mais là, le problème part en fait de la dénonciation du traité signé par Obama, ce qu'on a appelé le JCPOA, l'accord nucléaire avec les Iraniens, parce qu'il considérait que c'était le plus terrible des accords, qui ne protégeait de rien du tout et que lui allait faire beaucoup mieux. Et donc, la guerre qu'il a engagée, c'était un coup de pression sur les Iraniens pour obtenir un accord. Or, les Iraniens, sur le nucléaire,
n'ont donné absolument aucune garantie, puisqu'ils ont utilisé ce qu'on a appelé aussi l'arme atomique du détroit d'Ormuz, ce qui a mis un petit peu de côté l'affaire du nucléaire. Les négociations de 60 jours doivent porter là-dessus, mais on voit aucune concession de la part des Iraniens. Surtout, regardez, des images satellites exclusives analysées par CNN montrent que l'Iran pourrait avoir commencé à remettre en état certaines de ses installations nucléaires après les frappes américaines et israéliennes. Notamment le site de la Pioche, dont certains experts soupçonnent qu'il soit resté intact, puisque absolument intouchable et inatteignable par la super bombe GB, voilà, exactement. Et donc, par conséquent, que ce serait le premier site pour les Iraniens à avoir été épargné, et donc ils pourraient reconstituer non seulement évidemment un site important pour leur arsenal, mais aussi un moyen de négocier. C'est-à-dire que s'ils ont cette carte de ce site-là en main, ben c'est un moyen de négocier tout le reste, c'est-à-dire le balistique, la levée des sanctions, l'obtention de fonds et le détroit d'Ormuz. Il y a les gars. Alors, ce qui est intéressant dans l'enquête que propose CNN, c'est les photos avant ou après. On voit qu'il y a un vrai durcissement, l'utilisation de béton, l'acheminement de moyens assez conséquents et importants. Les Iraniens ne sont pas sans savoir qu'il y a des moyens d'observation satellitaire et de possibilité de faire de l'image. Donc, ils jouent, je pense, là-dessus, qui jouent avec nos nerfs, entre guillemets, ceux des Américains, des Israéliens, bien évidemment. Mais j'aime bien l'expression de l'ancien ambassadeur de France en Israël qui dit de cette guerre, je le cite, Éric Danon, que cette guerre est très proliférante. Parce qu'il y a effectivement de fortes chances pour que ce régime décide que la stratégie précédente, qui était celle de la latence ou du seuil, soit désormais obsolète et qu'il faille, à des fins sécuritaires, franchir ce seuil avec les immenses risques encourus. Et ça, c'est un spectre que Donald Trump essaie constamment de faire planer en parlant de la Space Force, en disant on regarde tout, on peut connaître le nom, le visage, l'identité de n'importe quelle personne qui s'y rend. Donc si vous touchez à l'uranium enrichi, attention, on explose tout. Et d'ailleurs, dans le Wall Street Journal ce jour, vous avez des officiels américains qui s'expriment de manière anonyme en disant qu'ils peuvent, à faible coût, disent-ils, c'est intéressant cette formule, à faible coût, terminer le travail là-bas. Ça veut dire déjà que la question budgétaire, elle est sur la table. La guerre, pour l'instant, elle a coûté des dizaines de milliards aux contribuables, avec des résultats qui sont quand même très mitigés. Mais il y a une part, et il faut en parler, d'incertitude du côté des renseignements occidentaux, américains, européens, israéliens, sur la géolocalisation de tout l'uranium enrichi, l'état dans lequel il se trouve, est-ce qu'il est encore accessible aux Iraniens, si oui, par où, comment, des tunnels, des trous creusés ailleurs, etc. Donc, on en revient à cette question, quelle est la meilleure manière de traiter ça? Est-ce que c'est militaire ou diplomatique? Et l'opacité également de l'information en provenance d'Iran. J'ai vu que récemment Radio France avait eu la possibilité de se rendre là-bas, mais pour le moment très peu de journalistes pour savoir réellement ce qui se passe dans les rues d'Iran. On ne sait pas également en termes de renseignements. Combien reste-t-il d'agents du Mossad sur place? Et on peut se poser la question de comment obtenir tout ce renseignement, Sophia. Oui, non, il reste toutes les informations vont dans le sens d'une présence importante du Mossad sur place, de très nombreux agents. Et quand on entend par agent du Mossad, il ne faut pas s'imaginer un homme avec un chapeau, des lunettes noires, et un Israélien à qui on aurait appris pendant des années à maîtriser le persan. Il s'agit d'Iraniens qui, pour des raisons diverses, par intérêt pécunier ou par envie de se libérer de ce régime ou autre, auraient accepté de collaborer avec le Mossad, et tout porte à croire qu'il y en a des centaines. Il y a même des sites sur les réseaux sociaux pour que les Iraniens puissent joindre la CIA, le Mossad, à travers ces 10 réseaux sociaux. Donc ils sont nombreux. Les moyens donc de savoir ce qui se passe sont tout aussi nombreux, je pense. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les images révélées par CNN, les Américains ont demandé à ce que la publication soit retardée de plusieurs semaines. Donc ça veut dire qu'ils ne voulaient pas
que ces sites ou cette différence, le avant-après, soit divulguée au grand public. Et la raison, je ne l'ai pas. Moi, je crois simplement que si c'était simple, ça serait déjà fait. Je veux dire, on a beau dire qu'il y a de Mossad, il y a la CIA, ils sont partout, ils interpénètrent. Bon, visiblement, c'est comme pour Mojtaba Khamenei, ça n'interpénètre pas suffisamment pour régler le problème rapidement. Donald Trump avait dit qu'il avait échangé avec le nouveau guide. Oui, mais alors, moi, je crois qu'on est quand même dans le brouillard de la guerre, que si ça avait été faisable militairement, ça aurait été fait depuis longtemps, à peu près comme la saisie du détroit d'Ormuz, et donc ça n'a pas été fait. Je pense qu'il y a des doutes aussi. Je pense que, en plus, rappelons-nous que cet uranium est sécable, c'est-à-dire que c'est 440, c'est plusieurs bonbonnes, etc. Je rappelle aussi qu'il y a de l'uranium à 60%, il y a aussi de l'uranium à 5%, alors que c'est 3,67%, donc il y a quand même pas mal de kilos qui vont au-delà du minimum requis, et que tout ça peut être n'importe où. Donc je crois qu'il faut être, et je pense donc, parce que ça c'est pour conclure de manière très simple, il n'y a pas d'autre solution pour se saisir de l'uranium que la négociation. La voie militaire ne marchera jamais. Si elle marchait, ça serait déjà mis en œuvre. Et donc, il faut effectivement arriver à les ramener sur la voie des négociations. Peut-être revenir sur les JCPOA de 2015, mais le reste ne fonctionnera pas. Et les Américains, justement, toujours dans cet article du Wall Street Journal qui est très intéressant, reconnaissent, c'est un autre article d'ailleurs, en fait, sont en train de reconnaître, ça peut paraître l'évidence, que finalement la question du nucléaire, elle va être extrêmement compliquée à résoudre en 60 jours. Il n'y aurait pas de deal, ils le disent. Oui, je rappelle que c'est le délai qui était imparti, alors avec la possibilité, selon le consentement des deux parties, de prolonger ce délai de 60 jours, mais qu'effectivement, trouver une solution diplomatique à cette épineuse question qui avait nécessité des années de négociations en mode P5+1 avec les Iraniens, ça va prendre un tout petit peu plus que 2 mois. Oui, le scénario sur lequel travaillait Trump, c'était ce qu'on appelle un petit peu le modèle libyen, c'est-à-dire qu'on avait fait renoncer le régime Kadhafi à des programmes d'armes de destruction massive contre des levées de sanctions et des investissements. Ça n'arrivera jamais avec l'Iran. Un porte-parole du régime a qualifié l'uranium de sacré. Donc tout ce qui avait été fait en 2015 ne peut pas être refait. Le JCPOA ne sera jamais refait avec l'Iran de 2026. Et je ne vois pas d'accord qui puisse se profiler sur le nucléaire, sauf des investissements massifs, des levées de sanctions que les Américains n'accepteront jamais. En parlant du nucléaire, revenons en Europe. La Pologne et la France ont engagé des discussions concrètes sur un renforcement de la dissuasion nucléaire européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine et des menaces russes. Écoutez ce que le président français, Emmanuel Macron, disait en mars à ce sujet. Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion, tout d'abord. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de force stratégiques chez nos alliés. Cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires. Bon, il ne s'agit pas de créer une arme nucléaire européenne commune, donc il s'agit de quoi, Aurélien ? D'une dissuasion de l'avant. C'est-à-dire que on cultive le flou, on ne va pas faire comme les Américains avec le partage nucléaire, c'est-à-dire mettre des armes nucléaires françaises qui seraient embarquées par des avions allemands, néerlandais ou italiens par exemple, mais on va cultiver le flou sur le fait que nos avions Rafale équipés de têtes nucléaires pourront se trouver en Pologne, en Suède, en Grèce, d'autres pays européens avec qui on discute. Et quand on parle de les associer à nos exercices, les exercices poker par exemple, de l'armée de l'air pour les frappes, les simulations bien sûr de frappes nucléaires, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'acculturer aussi nos voisins à la culture stratégique française. Il s'agit de faire en sorte que demain, s'il y avait le scénario du pire, si nous, on commence à mettre sur la table la grammaire nucléaire, qu'on ait acculturé tout le monde autour de la dissuasion française. Alors, il faut rappeler l'arsenal français. Général Richoux, 300 têtes nucléaires déployées sur des sous-marins et des avions. On n'a pas la composante terrestre, on a abandonné, mais on a ces deux composantes-là. Et vraisemblablement, ça va monter. Aujourd'hui, la décision a été prise d'augmenter le seuil des 270 têtes telles qu'elles étaient.
Et puis effectivement, on a les avions. Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est bien entendu, il n'y a pas de partage, parce que bien entendu, en période préélectorale... Pas de partage de boutons. Mais il n'y a pas de partage de boutons, il n'y a pas de partage de nucléaire. Il n'est pas question non plus d'installer des bases nucléaires à l'étranger. Moi, j'ai posé la question véritablement à bon niveau, à très bon niveau. À vos hautes sources, Général Richoux. Voilà. Il est très clair que aujourd'hui, dans des exercices, on peut, comme l'a dit Aurélien, aller en Pologne, etc. Mais on peut garder plusieurs semaines les armes sous l'aile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'installations particulières. On pense tout de suite, on va à l'étranger, il faut des installations, des bunkers, et puis que des installations spéciales pour le nucléaire, etc. Pas du tout. L'arme nucléaire, quand elle est embarquée sous l'aile, eh ben vous le posez sur un aéroport militaire tout à fait normal et vous le laissez comme ça sous l'aile pendant la durée de l'exercice. Et donc là, c'est un marqueur pour bien montrer, eh bien que vous accordez la protection à ce pays-là. Donc c'est quelque chose de très simple. Et en aucun cas, ça n'est de partager le nucléaire. Et puis on rappelle également le rôle de la dissuasion conventionnelle. C'est quelque chose qu'on ne soulignait plus suffisamment. Et la dissuasion conventionnelle, mais je le rappelle, c'est très important de voir l'Allemagne, par exemple, se réarmer. On dit tout de suite l'Allemagne va devenir plus puissante que la France sur le plan conventionnel. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était déjà le cas. Il y avait 1200, 1300 blindés et ils en avaient 2000. Et on avait 200, 250 avions, ils en avaient 4 ou 500. L'Allemagne, à l'époque de la guerre froide, a toujours été plus épaisse que l'armée française en masse. Et donc, ça me paraît une bonne chose que ça le redevienne. Ça n'a jamais été, sur le plan quantitatif, l'objectif des forces françaises d'être la première armée d'Europe sur le plan quantitatif. On s'en fout. Nous, on a le nucléaire. Et donc, c'est ça qui est central aujourd'hui. D'ailleurs, la définition du général de Gaulle de la dissuasion a toujours été très large, Aurélien Duchesne. Absolument. Le général de Gaulle disait que si le territoire de la République fédérale d'Allemagne était menacé par une invasion soviétique ou le Benelux, les intérêts vitaux de la France le seraient aussi. Les intérêts vitaux de la France sont appréciés par une personne qui est le président de la République, mais toujours la dissuasion française aura intégré au fond une dimension européenne. Ça ne veut pas dire que demain, si par exemple la capitale de l'Estonie, Tallinn, est menacée par les chars russes, on va considérer que ça touche nos intérêts vitaux au même titre que s'il y avait une invasion de Strasbourg par des blindés russes. Cela dit, on fait peser l'ambiguïté, on se donne toutes les options pour retarder le plus possible l'éventualité que la Russie veuille tester l'OTAN. Mais là, c'est les pays en fait les plus menacés qui commencent à en parler très ouvertement, surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine. On a la Finlande qui a récemment levé ses propres restrictions concernant l'accueil d'armes nucléaires dans le cadre de l'OTAN. On va voir leurs propos dans un instant. Et puis les principaux partis politiques de Lituanie qui se sont accordés pour supprimer l'interdiction constitutionnelle d'accueillir des armes nucléaires et des bases militaires étrangères sur le territoire. Écoutez le président lituanien parce qu'il a été très clair là-dessus. Il ne s'agit ni d'une démarche agressive, ni d'une provocation, ni d'une escalade de la situation. C'est l'objectif de mon pays d'utiliser toutes les opportunités de dissuasion nucléaire. Et nous voulons faire intégralement partie de cette dissuasion nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous voulons supprimer tous les obstacles, y compris les obstacles juridiques, qui pourraient nous empêcher d'aller dans cette direction. Les propos du président Nozeda, c'est extrêmement clair là-dessus. C'est extrêmement clair. Bon, c'est lié bien sûr aux menaces répétées de la Russie, mais c'est surtout lié à l'attitude de Donald Trump et à la mise en cause, en tout cas des doutes sur le parapluie américain avec lequel tous ces pays ont vécu, assuré de la solidarité américaine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc le seul pays aujourd'hui en Europe qui a une dissuasion nucléaire indépendante, c'est la France. De même qu'on a dit de Vladimir Poutine que c'était le meilleur VRP de l'OTAN, Donald Trump est le meilleur VRP de cette idée d'Emmanuel Macron, qui est celle à la fois de l'autonomie stratégique, mais aussi de la dissuasion avancée, face à laquelle pas mal de pays étaient quand même assez sceptiques parce que reposant essentiellement sur la composante états-unienne et otanienne, et désormais toquent très sérieusement à notre porte, sont intéressés. Vous avez commencé par parler des Polonais, ça n'est pas rien que les Polonais s'intéressent à cet aspect-là. Alors il n'est pas du tout question pour eux de renoncer, j'allais dire, au parapluie américain, mais c'est le principe de la double assurance vie, c'est-à-dire de se dire, écoutez, on renonce pas du tout à l'aide, à l'appui, à la protection américaine, mais pourquoi ne pas doubler avec les Français, sachant qu'il y a un traité bilatéral qui a été signé à Nancy entre les Français et les Polonais,
avec une composante sur la défense, une clause d'assistance mutuelle en cas de danger. Et donc, le nucléaire est une couche, j'allais dire, supplémentaire, histoire de continuer à épaissir cela. Et les menaces russes sont prises très au sérieux. D'ailleurs, la rhétorique, désormais, c'est très clairement de cibler l'Europe. Dimitri Peskov, lui, dit ceci ce soir, on va voir ces mots. Si quelque chose pose une menace à l'existence de l'État russe, des armes nucléaires seront utilisées, sinon non. Tout le reste n'est que pure spéculation. Et puis, vous avez Soloviev, le propagandiste en chef, qui lui dit très clairement, si nos raffineries sont attaquées, faut aller toucher l'Europe. Écoutez. Outre la destruction des cibles situées sur le territoire ukrainien, qui nous sont nécessaires pour nos décisions militaro-stratégiques, chaque frappe contre nos raffineries doit entraîner la destruction de raffineries en Europe. Et on se fiche des conséquences. Sophia. Oui, on l'a entendu prononcer hier ou avant-hier ces menaces qui sont absolument hallucinantes. Évidemment que depuis longtemps, le risque, la menace semblait se limiter aux pays baltes, à la Pologne. Mais là, aujourd'hui, il utilise ce langage qui signifie clairement que puisque l'Europe se tient derrière l'Ukraine, qui vise sans cesse et avec toujours plus de succès les raffineries russes, on parlait tout à l'heure d'un pourcentage de 40% de raffineries qui sont à terre ou incapables de fonctionner, en tout cas privant un tiers de la population russe de carburant, c'est assez grave pour que la Russie menace de frapper les raffineries européennes. Cela étant dit, le personnage est à prendre avec des pincettes, puisque c'est un peu la voix de son maître. Il dit ce que Poutine ne peut pas dire lui-même, et il faut espérer, penser en tout cas que c'est pas parce qu'il le dit que ce sera fait. On a en Russie des voix qui s'élèvent, comme Dmitri Medvedev, par exemple, qui lui est coutumier des menaces nucléaires en parlant d'atomiser Paris, Londres ou Berlin. Mais du côté de Vladimir Poutine lui-même, on observe au contraire une certaine retenue. Il ne s'est jamais écarté du corpus doctrinal nucléaire russe. L'idée que ce sont les intérêts vitaux de la Russie qui pourraient justifier une frappe nucléaire. Et ce qui se passe en ce moment de frappe massive des Ukrainiens toujours plus loin dans le territoire russe, ça nous rappelle une chose. Souvenez-vous qu'il y a 4 ans, certains nous disaient que si on livrait des avions de combat, des missiles ou des chars modernes à l'Ukraine, on se ferait atomiser. On attend depuis 4 ans. Pareil, on a dit que si les Ukrainiens frappaient la Crimée, ce serait la guerre nucléaire. Il ne faut pas croire les menaces nucléaires des Russes. Mais tout de même, certaines menaces sont prises au sérieux par l'OTAN, puisque la Russie aurait piraté des caméras de surveillance civile sur les routes logistiques de l'OTAN pour surveiller les mouvements d'armes qui vont jusqu'en Ukraine. C'est les renseignements néerlandais qui ont donné notamment ces informations. La plupart des appareils étaient mal protégés. Et regardez, ça peut faire des dégâts, puisqu'on a cette archive à Novorossiysk avec un piratage de vidéos de caméras de surveillance, et on voit que ça a tapé des bateaux russes. C'était en décembre dernier, donc en fait on peut se permettre d'avoir des opérations de grande ampleur juste avec un piratage de caméras de surveillance. Oui, on peut. Maintenant, est-ce que ça a changé le cours de la guerre? Vraisemblablement pas. Là, sur des cibles particulières, précises, parce que en plus ça cible le port. Maintenant, vous savez, il passe pas un camion militaire toutes les 3 minutes. On n'est pas en 1944 au moment du débarquement, etc. Alors pour pouvoir cibler sur les autoroutes néerlandaises ou belges ou allemandes les camions militaires qui passent, il faut quand même drôlement observer. Voilà. Donc c'est sûrement complémentaire, c'est dérangeant, il faut prendre effectivement, maintenant c'est un champ qu'il faut prendre en compte, mais vraisemblablement ça n'a pas beaucoup d'incidence sur la guerre, sinon on le saurait, puisque visiblement ils sont en mauvaise posture aujourd'hui. On dit que c'est des appareils chinois qui étaient notamment extrêmement facilement piratables. En plus, mais là où il y a de quoi s'inquiéter pour un pays comme la France, c'est ce qui est arrivé aux Russes il y a exactement 1 an, la fameuse opération Spiderweb. Le fait que les Ukrainiens, au fin fond de la Sibérie, aient pu détruire une partie de la flotte stratégique russe pour la dissuasion nucléaire avec un renseignement de terrain et un timing parfait où ils ont pu cibler le moment exact où ces appareils étaient vulnérables, ça peut nous arriver ce genre d'opération demain avec ce genre de renseignement de terrain. Là aussi, on peut se dire, c'est de l'esbrouf, on sait que les Russes sont forts en cyber, etc., mais les Russes n'ont pas vu venir Spiderweb. Les Israéliens ont fait une opération équivalente dans les rues de Téhéran pour éliminer Haniyeh. Ça peut arriver à un pays comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne demain.
Donc on n'est pas en fait assez équipé. Non. Clairement. Non, après, il faut espérer que les paroles de Soloviev soient entendues et que des dispositions soient prises, notamment pour protéger notre raffinerie. Mais je crois que toute guerre est l'occasion de tirer des enseignements. Et Dieu sait si celle-ci nous en fournit énormément. Simplement et très rapidement, on est passé quand même rapidement sur la déclaration de Dmitri Peskov, qui, alors il faut effectivement prendre tout cela au sérieux, est finalement assez raisonnable dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne fait que rappeler la doctrine russe en matière nucléaire. Et si quelque chose pose une menace à l'existence de l'État russe, des armes nucléaires sont utilisées, sinon non. On a peu ou prou, j'allais dire, la même approche. Aurélien Duchesne les a rappelés. Donc il ne faut pas non plus tout surinterpréter et générer trop de, j'allais dire, un surplus d'anxiété et de préoccupation sur ce sujet qui, de lui-même, en génère déjà quand même suffisamment. Sauf que le terme existence de l'État russe, il faut quand même le définir. Parce que si, par exemple, perdre les 4 provinces de Louhansk, Donetsk, Zaporijia, etc., et une atteinte à l'État russe, effectivement, là, il y a danger. Si vous nous rejoignez, on va prendre la direction de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont frappé 21 pétroliers russes, 4 remorqueurs et 2 cargos. Vous le voyez sur ces images en mer d'Azov. La Russie a même interrompu le trafic maritime dans le canal Azov-Don et le détroit de Kerch suite aux attaques ukrainiennes. Avant, l'Ukraine frappait surtout les routes, les ponts. Et là, on s'adresse, on va voir, on les voit sur ces images, ce sont des drones navals, désormais, qui s'attaquent aux pétroliers. Oui, et là c'est le prolongement de l'attaque des raffineries. C'est-à-dire que là, on s'attaque à la puissance exportatrice de la Russie et non pas simplement à la capacité de ravitailler la Crimée. Elle le fait aussi, puisqu'on sait qu'il y a des ferries qui ont été attaqués dernièrement. Donc, effectivement, elle l'attaque également. Ça prouve aussi 2 choses. C'est qu'ils n'ont plus la maîtrise de la mer d'Azov. Et donc, alors que c'est une mer qui leur appartient à 100% aujourd'hui, enfin théoriquement en tous les cas, pas sur le plan légal, mais de facto. Et puis, ils ne maîtrisent plus rien non plus en mer Noire. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire que la première puissance militaire navale de la mer Noire se soit quasiment fait évacuer de la mer Noire. Et ceux qui tiennent la dragée haute là-bas, qui détruisent les bâtiments russes, ce sont les Ukrainiens. Oui, ça complète cette stratégie qui consiste à frapper sans relâche et avec des informations qui semblent vraiment très précises. C'est assez impressionnant. Tout ce qui touche à la puissance économique de la Russie et qui rend cette guerre chère ou au coût élevé pour Vladimir Poutine et pour Moscou. Donc ça a été les raffineries, les camions, à tel point que les Russes ont été obligés de transporter du carburant dans des voitures avec des camions civils, dans des petites rues ou des petites routes secondaires de campagne. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et là, ils s'en prennent au bateau avec ces fameux drones navals qui sont d'une efficacité redoutable et qui, comme vous le disiez à l'instant, général, ne se contentent pas d'étouffer la Crimée et d'en faire une île, comme Volodymyr Zelensky a menacé ou a promis qu'il en ferait une île, c'est-à-dire qu'il la séparerait complètement de la Russie, mais aussi d'exporter ce pétrole. Est-ce que la Crimée peut être durablement isolée ? En tous les cas, on se rappelle de ces propos de Volodymyr Zelensky. La guerre a commencé en Crimée, elle se terminera en Crimée, et son chef de cabinet dit ce soir la même chose. Écoutez. Oui. À tous ceux qui ont pleinement conscience que la Crimée est une partie indissociable de l'Ukraine, je veux dire ceci. Personne ne pourra jamais briser ce lien. Ils doivent comprendre ce qui se joue ici. Je sais qu'ils subissent des attaques, qu'il y a des difficultés sociales, des pénuries de carburant, d'importantes coupures de courant. Mais toutes ces épreuves servent un but plus grand. Et ce but, c'est de rentrer chez soi. Vous devez comprendre notre objectif. Rentrer chez soi, la sémantique est extrêmement importante. C'est-à-dire, la Crimée, de manière dans le terrain international, c'est considéré comme ukrainien, mais beaucoup de diplomates
ces derniers mois, disait bon, la Crimée, ça y est, ça fait plus partie du plan de paix, en fait, Gallagher. Les Ukrainiens rappellent le principe de la désoccupation, c'est-à-dire c'est l'idée de faire partir l'occupant militairement en opérant une stratégie de l'étouffement, en ciblant, et c'était très bien expliqué, la logistique afin de faire monter le coût de cette occupation, de rendre l'endroit difficilement vivable pour les civils qui s'y trouvent encore, et que les militaires qui y sont et qui sont censés la défendre se sentent cernés, et que, au travers de cette stratégie, ce territoire qui est annexé légalement depuis 2014 puisse revenir dans le giron du pays auquel, et vous avez raison de le citer, au regard du droit international, il appartient, à savoir l'Ukraine. Maintenant, et très rapidement, le caractère péninsulaire du territoire fait que, pour les Ukrainiens, il est très difficile à reprendre, mais pour exactement la même raison, il est assez difficile à défendre également par les Russes. Mais pour les Russes, c'est leur joyau. Le pont de Kerch, notamment, c'est le joyau de Vladimir Poutine. Qu'il avait inauguré lui-même. Quand j'étais en Crimée, il y a même des cartes postales, des aimants de ce pont de Kerch. C'est vraiment l'objet, le joyau de Vladimir Poutine. Et écoutez, puisque ça inquiète du côté russe, Soloviev, le propagandiste en chef du Kremlin, le dit lui-même. Écoutez. Ce qui se passe actuellement en Crimée, ce que l'ennemi tente de faire, c'est de forcer tout le pays à reconnaître que nous devons tout mettre en œuvre pour défendre la Crimée et aider ses habitants. Les prix qu'ils paient pour l'essence en Crimée, c'est inimaginable. Que comptons-nous faire ? Sylvie, l'importance de la Crimée pour les Russes, c'est identitaire en fait. Oui, c'est complètement identitaire. On se souvient que tous les secrétaires généraux du Parti communiste allaient se reposer en Crimée. C'est un lieu de villégiature. C'est le lieu également où ont été signés les accords de Yalta au palais de Livadia. Et pour Vladimir Poutine, ça a été un regain de popularité considérable en 2014 quand il a annexé la Crimée, sans un coup de feu d'ailleurs, où il y avait une population qui était en majorité russophone à ce moment-là. Perdre la Crimée aujourd'hui poserait véritablement problème. Alors est-ce qu'il peut vraiment la perdre ? C'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir une occupation ou une déoccupation, comme disent les Ukrainiens ? Ça c'est une autre chose, mais il n'empêche que ces frappes sur la Crimée sont humiliantes pour Vladimir Poutine, qui avait inauguré ce pont de Kerch à la fois sur la voie routière et la voie ferroviaire. C'est lui-même qui avait conduit la machine et qui avait conduit le camion. Oui, la Crimée a été la grande conquête dans tous les sens du terme de Vladimir Poutine. Il avait tutoyé les 90% de popularité après l'annexion du 18 mars 2014. Mais il faut rappeler deux choses au sujet de la Crimée. La première, c'est que contrairement à ce qu'on pense souvent en France, elle n'est pas russe depuis toujours. Elle est très précisément depuis 1783. Et la Russie, là-bas, ce qu'elle mène, c'est une politique de russification à marche forcée, que des experts ont comparé à un nettoyage ethnique, voire à un génocide culturel. 200 000 colons russes ethniques, des Rousskis, ont été emmenés en Crimée, et des milliers de Tatars ont été expulsés de force. Du patrimoine historique ukrainien et tatar a été détruit, et la Russie a même réécrit dans les manuels scolaires une partie de l'histoire de la péninsule. Il ne faut pas oublier que pendant ces désormais 12 ans d'occupation, il y a un nettoyage ethnique en cours en Crimée. Mais il faut comprendre aussi quelque chose dans l'inconscient collectif russe. C'est-à-dire, je vais vous montrer une séquence de ces plages complètement désertes. En fait, nous, c'est comme si les plages de la French, de Saint-Tropez, de Cannes ou d'Antibes étaient complètement vides du jour au lendemain. Regardez ces images. C'est bizarre. En fait, la nouvelle promenade est complètement déserte.